aventuriers. Bienvenue au podcast des livres-jeux. Un podcast dont vous êtes le héros. Le héros. Here comes a new challenger. Oh, salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros, l'épisode 66. What's up, Fred? 66, putain, il va être maudit alors. Je crois qu'on va arriver au bout. C'est l'épisode maudit, on sait même pas encore, mais c'est l'épisode maudit, tu vas voir. Bah, je crois que c'est un peu annoncé à l'avance. Disons que le livre que l'on va discuter aujourd'hui a quand même une sacrée réputation, qui, disons que la majorité le critique sévèrement, mais voilà, on va se faire notre propre point de vue. Salut les aventuriers, re-bienvenue à l'émission, et voilà, avec Fred aujourd'hui, nous allons discuter du justicier de l'univers, de bien sûr de la collection folio des défis fantastiques. Fred, comment ça va depuis ? Bah moi ça va, un an de plus au compteur, ça s'est bien passé, chaud patate pour finir la trilogie SF. Et comme d'hab, donc avant de vous emmener dans notre aventure, de parler dessinateurs, on va vous faire un petit topo sur ce qui se passe. Et oui, on va faire un petit courrier des lecteurs aussi, sûrement, Xav, c'est ça ? Ouais, un petit courrier des lecteurs, une petite annonce de notre planning, ce qu'on a prévu. Voilà, on a pas mal de podcasts, Fred, à prévoir cette année. Enfin, qui sont déjà en pré-prod. On a des pop culture, on a d'autres défis fantastiques, on a du loup ardent et aussi du dragon. Dragon d'or, notre petit chouchou qui est jamais pareil mais qu'on suit avec plaisir. Et oui, donc Dragon d'or, c'est là où on avance le plus. Désolé pour ceux qui aiment moins cette série, mais nous on aime bien, c'est assez facile. Et puis on va vous emmener avec nous aussi dans cette prochaine aventure. C'est quoi déjà le titre du prochain Dragon d'or ? C'est pas j'ai un doute là. Oh, c'est... J'allais dire l'ultime combat de la Horde, mais ça c'est Dragon oui. Loup ardent. Le Seigneur de l'ombre, c'est le ardent. dernier. Franchement, si je... Non, le château des âmes damnées. Ah oui, je me suis dit qu'il y a un château. On a déjà fait le château des âmes damnées ? Non, on l'a pas fait, je me dis bien qu'il y a un manoir au château. Non, on l'a dedans. pas fait. Ouais. On a fait le manoir, on a fait la villa, on a fait la maison, mais on n'a pas fait le château. C'est ça. Voilà, le château des âmes damnées. On va discuter un petit peu de pop culture. Les pop culture, on les garde toujours un petit peu en surprise. Pour dire en gros, on va faire une collection de revues, de magazines, très emblématiques, fin 80, début années 90, si je me trompe pas, Fred. On garde le titre en surprise. Et puis on va aussi discuter d'un jeu de plateau très 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 connu. Oui, Madeleine de Proust pour moi, on dira, parce que c'était une porte ouverte à l'Heroic Fantasy, et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui connaîtront ce jeu. Allez, courrier des lecteurs. Alors nous avons un premier mail de Gilles qui nous écrit « Bonne année les gars, je continue à suivre vos aventures et continuerai encore. Votre podcast sont toujours aussi marqués par sa passion, les bandes-sons imprégnées de nostalgie tout donnant la pêche. » Bah franchement, merci beaucoup Gilles. La série sur sorcellerie est un vrai régal, vivement le final avec la couronne des rois, que je n'ai jamais terminé d'ailleurs, malgré tous les objets et informations recueillis lors des 3 premiers épisodes. En plus, vous m'avez fait découvrir les BD dont vous êtes le héros. Génial. La fusion de 2 choses que j'adore, la BD et les livres dont vous êtes le héros. En retour, comme vous avez attaqué les épisodes SF des défis fantastiques et la suite de Loup ardent, je me permets de partager des feuilles d'aventure perso que j'ai réalisées pour le mercenaire de l'espace, Space Assassin, et Loup ardent. Un bientôt et bonne continuation. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup Gilles de cet email et surtout Fred, ces créations sont très cool. Les fiches de personnages pour ces 2 livres sont chouettes. Pour Loup ardent, moi je vais l'utiliser direct, parce que moi j'avais fait mon pauvre tableau qui est tout chiant là. En plus Loup ardent, les règles elles sont un peu chiantes, donc là je suis très content de son... Puis en plus ils sont super ces fiches de perso. On va les partager de toute façon, on va les mettre quelque part. Ouais, si c'est cool avec Gilles, on voudrait partager un petit peu avec les auditeurs. Gilles il nous a fait vraiment des super mises en page, maquettes. J'aime bien parce que il y a un tout petit peu de design, mais c'est pas trop rempli. En fait, c'est juste assez pour que ça soit bien esthétique, sans que ça soit trop comment ça s'appelle, fade en fait. C'est la dose parfaite de créativité. C'était une bonne maîtrise quoi, une belle maquette, une belle mise en page. Beau boulot, franchement Gilles. Et ouais, avec Fred, on utilise surtout celle pour Loup ardent. Et le mercenaire de l'espace, franchement, ça ferait un plaisir. Moi comme je t'ai dit, je sais que c'est pas un joyau, on est très loin même d'un bon livre dans le héros, mais je me suis quand même bien éclaté dessus, que je réutiliserai bien cette fiche pour refaire un petit peu l'aventure et revoir un petit peu ce que j'ai raté. Voilà. Et puis Fred, un deuxième email aussi. Oui, un des emails de Etienne qui revient souvent sur notre podcast, qu'on salue encore une fois. Etienne, merci à toi. Donc Etienne, vous savez, il aime bien faire des petits erratas sur là où on dit des conneries, ce qui arrive assez souvent. Et donc dans le dernier épisode, justement, on en a dit pas mal. Et donc Etienne, toujours avec sa belle plume, et il est très content qu'on parle de lui à l'antenne, ça nous fait plaisir aussi.
Et donc Etienne surtout nous a fait un errata, et en fait le principal était sur la couverture. On s'était offusqué qu'ils avaient représenté un homme alors que l'antagoniste était une femme. Et en fait, comme on avait fait plus ou moins les mêmes chemins, on n'était pas tombé sur la scène qui était représentée par la couverture, et donc qui représentait pas l'un des antagonistes principaux, mais un contact qu'on rencontrait dans l'aventure, qui, si je me souviens bien, s'appelait Monsieur Perry, voilà, qui ressemblait un peu au Caïd, à Kingpin, c'est ça tu disais? Et donc c'est lui, Kingpin, donc lui il nous offre, si on veut le rencontrer, il vous offre un cigare de la marque vegan, donc forcément parce qu'il vient de Vega sûrement, donc ça n'a plus trop la même connotation maintenant, c'est drôle. Et lui donc il... un cigare sans viande? Je ne sais rien. Cigare sans tabac, sûrement. Ouais, donc en fait, on le rencontre et il nous envoie sur une fausse piste, en fin de compte. Et donc, sinon, donc il nous parle de beaucoup de choses. Lui, il nous fait un petit parallèle aussi qui est assez sympa, c'est avec le dessin grotesque des tripodes qu'on avait vu. Je sais pas si tu te souviens qu'on avait trouvé que le dessin était vraiment grotesque et que l'ennemi était complètement loufoque. Et donc, lui, il fait un parallèle avec ce qu'on a fait des parallèles entre les dessins, les trucs qu'on avait connus. Et celui-ci, on n'avait pas parlé. En fait, lui, ça lui a fait penser à une série qui s'appelle, une trilogie de science-fiction qui s'appelle Les Tripodes, de John Christopher, qui a été adapté en série par BBC. Et en fait, il y a une seule saison, et il y a une seule saison qui a été diffusée en France, c'était en 84-85. Donc, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent. Donc, c'est assez sympa. Et aussi, il nous fait peut-être allusion qui est vraiment très sympa, qui est tourné vers nous, qui nous fait en fait que l'auteur, il a eu un peu il nous a fait un bel hommage par anticipation, parce qu'au paragraphe 245, il y a un ancien membre du personnel navigant qui est lucubre, il dit qu'il y a une longue fable complètement délirante sur l'horreur de Tossetti. Donc je pense qu'il nous charrie un peu pour dire qu'on est un peu loufoque et que bon voilà, c'est le nom de cette association, donc c'était marrant à lire comme ça. Merci pour ce petit clin d'œil, Etienne. Et donc Etienne est très sympa parce que il dit souvent qu'on cite beaucoup de pays pour nos lecteurs, et malheureusement on cite jamais la Suisse, donc voilà. Bienvenue la Suisse sur le podcast, merci de nous écouter les gars, et comme il est suisse, il est gentil, il veut bien nous offrir des petits chocolats, donc Etienne, on a bien noté ça, et on va répondre à ta demande avec plaisir, parce que les petits chocolats, bon peut-être que toi, ça te met un peu plus de temps, Xav, pour arriver, mais ils seront encore bons, t'inquiète, hein. Ce sont les chocolats. Ouais. Je me suis dit, on n'a qu'à demander à Etienne de nous envoyer autant de chocolat qu'on a fait des ratas. bah attends, ça va être un défi, du coup, je pense qu'on va un peu abuser du truc, là. On voit que, bon... Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Etienne. C'est toujours un plaisir de recevoir tes emails, très sympa. Je t'admets qu'avec Fred, on se retrouve un petit peu au bout d'un moment, on garde à vous, on se dit, ok, bon, Fred, qu'est-ce qu'on a merdé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah là, c'est dire que là, on a pas mal merdé dans le dernier, puis en fait, des fois, il y a des erreurs des fois, on parle trop vite, les mots, les prononce mal, des choses comme ça. Oui, donc bon, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms, il y a eu beaucoup de noms propres aussi dans le dernier bouquin, donc c'est un peu chiant à tout retenir. Bon là, bah, en tout cas, merci Etienne, parce que lui, franchement, oui, donc en fait, Etienne aussi, il fait partie de la taverne des aventuriers, il est sur le forum, donc voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment très très péchu sur le livre dont vous êtes le héros. C'est très très sympa de lire tous ces mails à chaque fois. Non, c'était vraiment chouette. Encore merci Etienne, avoir le plaisir. Ok Fred, avant de discuter des illustrateurs, de l'auteur, et on va discuter aussi de la traductrice, je te propose un morceau de Vince DiCola, le thème des Evil Decepticons. Alors, ce morceau il défonce tout, il est temps de se transformer, et je te dis à toutes. Bon, prenez votre souffle les auditeurs, parce que ça dure pas longtemps, mais ça sent l'air. Eh ben tu sais quoi, je vais rajouter un morceau bonus juste après. Ça roule.
ready. You're doing great. Welcome to the fantasy zone. Donc allons-y, discutons de notre troisième, ou plutôt sixième volet, hein, de notre cycle science-fiction, Fred, qui se termine dans cet épisode. Et donc, son titre original était... Skylord, Lord, yeah. Sympa, on dirait un personnage de Star Wars. Et voilà, le justicier de l'univers, Skylord. Donc, un livre dont vous êtes le héros, voilà, un livre qui comprend 400 paragraphes, classé dans la série des Défis Fantastiques, sorti en France en 1989 chez Folio Junior, et connu, voilà, il a connu qu'une seule édition. Et c'est marrant, dans les commentaires sur les sites web, on voit beaucoup de gens qui disent « tant mieux ». Il en a énervé pas mal, hein. Voilà, donc il reste malgré tout facilement trouvable en occasion, avec une cote non excessive, voilà, pour les collectionneurs qui le cherchent, hein. C'est assez facile, voilà, à ajouter à votre collection, si vous le désirez. Eh ben, discutons donc d'illustrateur de la couverture, Daniel Moignot. Il est né en 1951, c'est un illustrateur français, et il a eu un parcours d'étudiant assez original, hein. Il ne se destinait pas à travailler dans le dessin quand il était plus jeune, hein. Il se destinait déjà à travailler dans les bureaux. Et puis c'est au cours d'un voyage à l'étranger, pendant ses études, qu'il rencontra un dessinateur de dessins animés. On ne saura pas qui, hein, hélas, on a beau chercher dans son histoire, on pouvait pas trouver. Mais l'entente entre les deux hommes était là, quoi, ça se passait vachement bien. Et donc Daniel abandonna ses études classiques pour apprendre les techniques, en fait, du dessin manuel, dessin à la main, et voilà, de travailler dans l'animation. Il travaillait pour des dessins animés, hein, il travaillait bien sûr sur les Astérix, le Raon dans les années 80, donc c'est assez une grande personne, hein, Daniel Moignot. Et puis il réalisa quelques publicités, mais en 1988, voilà, il arrêta l'animation pour se consacrer uniquement aux illustrations des livres. Gallimard l'embaucha et réalisa à 37 ans, voilà, la couverture du Justicier de l'univers, un dessin très classique qu'on en voit, hein, on voit une vue, comment dire, une caméra plongée un petit peu à 30 degrés, où on voit le vaisseau spatial appelé donc dans l'histoire le Météore. Alors, rien à voir avec l'illustration d'original de l'édition anglaise, où on le voit sur cet énorme fond jaune avec un extraterrestre à multiples tentacules, une gueule grande ouverte avec des dents acérées qui font sur vous dans un appareil, on dirait un pod racer, avant les pod racers de l'épisode 1, qui arrive vers vous très très métal comme couverture, donc assez original. Et donc voilà, Fred, ça nous amène à, si on discutait justement des couvertures, je dis bien des parce que on en a 3 là, sous l'œil, et il y a une sacrée différence entre tous les 3, hein. Ah oui, alors là, on pourrait même dire qu'elle parle pas du tout du même bouquin. Donc, celle française, donc assez classique, le vaisseau qu'on utilise dans l'aventure. Et pour une fois, il est fidèle au dessin qu'on a à l'intérieur, parce qu'on a un peu une fiche du vaisseau qu'on conduit, bon, qui sert pas à grand chose, mais ça ressemble un peu une espèce de
catamaran, j'ai envie de dire, moi, spatial, quoi, avec une espèce de Trimaran. Ouais, dans trimaran, c'est une espèce de comme une forme de triangle avec des voiles. Où ça fait une espèce de triangle, on va dire, une espèce de voile avec des pics acérés au bout. Assez classique, on est dans l'espace entre deux planètes. Je veux dire, ça c'est bon, ça représente notre vaisseau, c'est bien. Et moi, franchement, j'ai un faible pour celle anglaise, en plus qui est sur fond jaune pétant. Le mec, on dirait un motard fou sorti d'un truc complètement loufoque. En plus, j'adore moi son écharpe rouge là, qui vole au vent derrière là, que je trouve très dandy, alors que le mec c'est un monstre avec des tentacules. Donc ça m'a fait vraiment marrer. Et du coup, je la trouve assez dynamique. Et en plus, elle est pétante. Bon, après, c'est vrai qu'elle représente un antagoniste, donc c'est pas, après c'est sympa, mais c'est pas le plus important, mais elle est bien pétante, bien dynamique, et je me demande pourquoi ils l'ont pas gardée, cette-ci. Et après, bon, je te laisse parler de celle italienne, là, qui est assez marrant, là, Missione Necelli. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire. Missione Necelli, ou qui est la traduction de cette couverture n'est pas ce livre. C'est un peu ça. Ouais. Donc voilà, ouais, comme disait Fred, je voulais juste te dire un petit truc, Fred, comme je disais plus tôt, donc les couvertures américaines, ça faisait vraiment penser à un pod racer, mais j'aime bien l'écharpe autour du monstre. En fait, ça l'humanise, ça lui donne du caractère. C'est une bonne idée de la part de l'illustrateur. Mais la couverture française qu'on a, ça me fait penser, j'aime bien cet arrière-plan avec les deux planètes, ou la planète et la lune, avec ce dégradé de rouge sur du violet et du bleu. Mais le vaisseau me fait penser un petit peu à l'architecture, tu sais, des maquettes ou des modélismes, des maquettes, comment dire, comme le téléfilm et la série Battlestar Galactica. Alors je dis bien l'ancienne, hein, pas la nouvelle. Oui, c'est en fait, il y a un rendu maquette, oui, des premiers, quoi, un peu Star Wars, des vieux trucs, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, après, le design, truc années 80, quoi. Mais, ouais, pourquoi? Ouais, c'est cool, quoi, c'est sympa, ouais. Et puis, ouais, c'est sûr que le Skylord, avec la couverture arrière-plan jaune, et puis l'autre, il tire au laser, il a la gueule bien ouverte en train de nous foncer dessus. Mais voilà, donc la couverture italienne, comment expliquer les auditeurs? Alors, on va vous la décrire avec Fred, on va faire de notre mieux. Alors, au premier plan, enfin, plutôt, où sommes-nous? On a l'air d'être dans une grotte, avec un sol de pierre, un sorte de pont qui traverse un océan de lave, un pont naturel, et au-dessus, nous avons un chevalier tout droit sorti de l'univers Warhammer, un chevalier du chaos, belle armure, plein de couleurs, cape rouge et jaune vif avec un sabre, qui est en train d'attaquer un énorme dragon rouge vif en train de cracher du feu. Oui, c'est bien ça, nous sommes dans une couverture d'Heroic Fantasy. Ouais. Mais what the flying fuck. What the flying fuck. Oh, putain, elle vole maintenant, putain. Ouais, c'est ça, quoi. C'est avant le Dawak, c'est what the flying fuck, quoi. Bah, no comment, hein, je pense que là, ils ont pris une bande, comme tu dis, une base de données d'images. En fait, tiens, celle-ci, en plus, je pense que Mission Necelli, c'est-à-dire mission interstellaire, je sais pas, bon, j'en sais rien. Mais je pense que les Italiens, ils sont pas décarcassés, comme on pourrait dire. Et, Tu veux dire qu'ils en avaient rien à foutre? Ou peut-être pas, hein, je sais pas, mais en fait... Vraiment, comment c'est la couverture de ton livre, quoi, je veux dire. Ça veut dire qu'il y en a il y a aucune personne qui avait le plein pouvoir, qui ait lu le livre, qui en avait quelque chose à foutre. Ça sent bien les mecs du upper management qui sont là. Non, mais on s'en branle, c'est des trucs de nerd, quoi, on s'en fout. Colle-moi une jaquette de dragon, fous-moi un chevalier, un dragon, mon môme, il adore ça. Fous-moi un chevalier, un dragon. Mes mômes, ils kiffent ça, mets-le en vente, tu le mets au prix le plus fort. Non, mais monsieur. Lui, c'est bien, il a pas vendu la couverture de son môme, parce qu'on a déjà vu ça avec les disques, les disques, là, de... on pourrait faire un sketch, quoi. On pourrait vraiment faire un sketch sur les mecs qui en ont rien à branler, quoi, comme les éditeurs qui s'en foutent. Oh là là. Non, mais un dragon, mon enfant, il aime ça. Fous un dragon sur la couverture. Non, mais monsieur, c'est un livre de science-fiction. Ouais, bah, tu le mets dans l'espace. La dernière fois, déjà, il avait mis un dragon dans l'espace, t'en souviens, ouais. Il a mis un dragon dans l'espace. Ah là là. C'est réellement arrivé, quoi. Ah, c'est drôle, putain. Je te jure. Enfin, voilà. Donc, les deux couvertures sont assez chouettes. Et puis, pourquoi pas pour l'italienne, hein, ça fait un bel objet de collection. Du grand n'importe quoi. Fred, si tu nous parles justement du dessinateur intérieur, Tim Cell. Oui, alors Tim Cell, dont on sait pas grand-chose, mais qui est un petit peu plus connu quand même, parce qu'il est, les amateurs de le livre dont on le connaissent un peu, parce que c'est lui qui a fait les dessins intérieur, bien sûr, du Manoir de l'Enfer. Oh, du Manoir de l'Enfer. Ouais, Manoir de l'Enfer, une référence.
Donc lui, Fabien, il est pas trop fan, il trouve que ça manque un peu d'originalité. Moi, j'ai bien aimé, puis je sais pas pourquoi, on voit que c'est des dessins de fin des années 80, je sais pas comment dire, comment il y a une progression par rapport au premier défi fantastique, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a un côté un peu plus rond, comics, silhouette athlétique, qui avait pas forcément avant. Ah mais Fred, c'est des dessins exactement tout droit sortis de la ligne de jouets Musclor. C'est pas faux, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, c'est pas faux du tout, ouais. Donc ouais, il y a ce caractère design un peu particulier qu'on voit pas souvent, mais moi qui me dérange pas, franchement, qui est quand même une référence qui nous parle, qu'on connaît, hein, dès qu'on a lu un peu de comics. Et donc, bah oui, mais pourquoi tu me parles de Musclor? Parce que, bon, je veux dire, c'est l'univers, c'est pas lui. Ça, c'est le titre anglais de... Comment s'appelle le film Musclor en anglais, là? He-Man and the Masters of the Universe. Ah ouais, les maîtres mais de... c'est ouais. pas le... Ouais, c'est en fait He-Man, donc le nom traduit en faux, c'est par Musclor, mais la série, même le dessin animé, s'intitulait en anglais He-Man, donc Musclor et les guerriers de l'univers, c'est ça, hein? Les maîtres de l'univers. Ouais. Les maîtres de l'univers. Ouais, voilà. Et je sais que le film en France, et pareil en Amérique avec Dolph Lundgren, ils ont un petit peu enlevé le He-Man, le Musclor, pour faire un petit peu plus grand public. Et donc voilà, les maîtres de l'univers. Tu vois, le titre du coup me fait penser à Musclor, et comme ça appelé la même période, peut-être que c'est pour ça qu'ils ont changé un peu par rapport à Skylord. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit quand il brandit l'épée? Par le pouvoir du crâne ancestral. Yo. Ce qui est cool. Ouais. En anglais, il dit I have the power, donc ce qui est juste j'ai le pouvoir. Ouais. Et c'est cool en français, j'aime bien. Mais pourquoi ancestral, on sait pas. Parce qu'on le voit jamais sur le crâne ancestral. Parce que c'est cool, quoi, mec. Parce que c'est comme il dit, je t'ai déjà dit l'expression anglaise au début, c'est dope. C'est un truc de ouf. Ils ont suivi la voie du dessin, tu sais, comme le mec qui parle, on fait, alors là, il dit crâne, là, il dit ancestral, tu sais, pour que ça colle, je sais pas. Dis-moi, les gens qui étaient derrière ça, c'était le... Oh, le mec, il dit crâne ancestral. C'était les traducteurs italiens aussi, c'est ça? C'était la même maison qui a fait la jaquette italienne, c'est ça? Qu'est-ce qu'il dit? Bon, je sais pas, il y a un château avec un crâne, vas-y, il y a le mot crâne dedans, c'est sûr. C'est sûr. Bon, là, on va partir en digression grave, c'est pas grave. Et donc, Team 7, bien connu, mais malheureusement, ce sont ses deux seuls travaux. Après, disparu. Qu'est-il devenu? On sait pas. Perdu de vue, comme pourraient dire certains présentateurs bien connus des années 90. Et il s'est fait enlever par la secte de captives. Oui, bon, putain, le pauvre. Oh, bah, on le reverra jamais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a deux dessins à la fin qui sont pas liés à l'aventure, qui sont liés à l'aventure, mais qui sont pas des dessins des protagonistes, qui sont le dallage et le manège. Et donc, en fait, ces deux diagrammes, ils sont pas dessinés par Tim Snell, donc on sait pas du tout qui les a fait, et après, ils ont disparu dans les autres éditions, donc c'est un peu un mystère. Et franchement, ils aident pas. Voici le manège aide, je sais pas si t'es tombé dessus, sûrement. Mais le dallage, moi, j'ai pas trop compris à quoi ça servait. Bon, bref, c'est pas une grande perte. Et donc ce petit Snell, malgré son bon travail, il a disparu des radars. Et donc là, on a fait un peu le tour des chouchous, des illustrateurs. Et maintenant, celui qui nous a raconté l'histoire, l'auteur à qui on doit cette loufoquerie, Martin Allen. Ouais, Martin Allen, ça de loufoquerie, tu l'as bien dit. Hein. Ah, j'ai hâte qu'on discute un petit peu du livre, de notre expérience. Bah écoute, on sait pas grand-chose de Martin Allen, hein. Martin Allen. C'est ça, je te le fais à la canadienne, à la québécoise. On ne sait pas grand-chose de Martin Allen. C'est un Britannique. Il écrivait 2 autres livres Nos autres héros dans la collection Double Jeu. Voilà, c'est lui qui a écrit donc Lothar le sorcier et Clovis le chevalier. Puis il ne fit plus parler du tout de lui, disparaît dehors. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe. À noter qu'il possède un homonyme, un autre auteur ayant le même nom que lui, qui écrit des livres sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce n'est pas le même Martin qui nous intéresse. Donc, voilà, on s'est dit peut-être qu'il se cachait. Non, c'est pas lui du tout. Fred, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur... Bah oui, Martin Allen, c'est un peu comme Andrew Chapman, quoi. Il a pas été bien traité par Puffin Books et tout ça, quoi. Ouais, c'est un peu ce coup, ça se comprend et en même temps, ça se comprend pas. Alors, ce que je veux dire par cela, les auditeurs, Fred, c'est que Fighting Fantasy, c'est du niche, ça se vend, ça marche très bien, mais ce qui est vendeur, c'est surtout, c'est comme chaque produit, on connaît un petit peu qui sont derrière, il y a des noms qui collent. Si tu fais un jeu Far Cry 5 ou 6, on sait que ça va se vendre puisqu'il y a le mot Far Cry dedans, malgré que le jeu n'a plus rien à voir avec l'histoire d'origine. Même chose ici, je fais une analogie du jeu vidéo, mais c'est la même chose là, tu mets le nom de Steve Jackson et Ian Livingstone sur la couverture, tu mets leurs photos, ça va vendre. Mais le problème de l'éditeur Puffin Books, c'est là où je trouve que c'est bien dommage, c'est je comprends qu'il faut
qu'il faut annoncer et montrer qui sont Steve et Ian, hein, c'est quand même les créateurs, ça se comprend, c'est les fondateurs. Mais au point où ils ne mettent pas du tout les noms des écrivains sur les livres, là, je trouve que c'est pas normal. Et ça, c'est plus une histoire de Puffin, quoi, c'est l'éditeur là-dessus. Et voilà, donc Martin Allen souffre du même coup, hein, voilà, notre chouchou de la dernière fois. Son nom n'est pas du tout dessus. C'est assez injuste, mais je pense que c'est vraiment un problème d'édition, parce que c'est fort possible d'avoir les deux choses qui collent ensemble. On peut faire un gros bandeau au-dessus, Steve Jackson et Ian Livingstone présentent Fighting Fantasy, les livres dont vous êtes le héros, le justicier de l'univers, écrit par Martin Allen. Voilà, est-ce que c'est si difficile ? Bah non, mais on a déjà parlé, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière, à mon avis. Hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est fort possible. Je crois que c'est juste c'est un choix qui a été fait, et c'est dommage, quoi. Je veux dire, au point où, en fait, le problème, c'est qu'il y a, et ça, c'est Fabien qui nous en parle, il voulait qu'on en parle un petit peu à l'antenne, c'est, en effet, le nom des écrivains, et ça arrive souvent sur pas mal des livres, ne s'affiche que à l'intérieur, écrit, et puis non sous la couverture, ce qui est quand même assez sympa quand on cherche on commence à connaître les écrivains et les auteurs, donc c'est assez dommage. C'est un choix qui a été fait, et tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, mais en fait, comme il disait, en fait, même derrière le verso de la couverture, il y a toujours pas son nom, et en fait, il y a encore un Bordeaux Fighting Fantasy, on te dit bien qu'il y a eu 10 millions d'exemplaires vendus, et t'as encore la photo il y a des Steve, donc c'est pas, ils ont vraiment abusé, que ils ont pris de la place pour mettre beaucoup d'infos, la seule info qu'il n'y a pas, c'est la sienne, quoi. Bon, après, je pense que justement, ils avaient leur renommée, les mecs, ils disaient, bon, moi, j'ai une vitrine, je serai publié, ce sera déjà ça, puis c'est avec ça qu'ils les tenaient. Moi, je pense que c'est, quelque part, ils ont pas été super cool. Après, est-ce que c'est Andrew ou c'était Puffin qui a décidé comme ça? Je pense que c'est plutôt Puffin, hein. Voilà. Oui, c'est absolument Puffin qui choisit la mise en page et tout, ça se comprend, mais bon, en même temps, c'est bien de toujours mettre le nom de l'auteur, surtout quand c'est une collection de livres, voilà, qui est comment dire en français, je suis désolé, là, si je fais de l'anglais, curate, on prend soin, quoi, mais c'est un boulot plein temps. Et là, en effet, c'est ce qu'il y avait besoin pour les Fighting Fantasy et Défis Fantastiques. Il faut curate, quoi. On comprend que c'est sous l'emblème de Steve et Ian. Ouais, ça se pige, il y a pas de souci. Mais après, voilà, fous le titre. Et puis, mets l'auteur juste en dessous. Après, bon, il y a plein de choses qu'on peut reparler, hein. Comme toujours, le titre, un livre dont vous êtes le héros, qui est en super large sur la couverture, qui prend des fois la moitié jusqu'aux 3/4 du dessin, et on voit pas du tout le nom de l'écrivain, la couverture. Bref. Après, je crois que c'est du goût personnel là-dessus. Donc, pour moi, je trouve qu'il y a pas mal de choses à faire sur les maquettes. Mais voilà. Fred, le point est discuté. Hein. Si on parlait de la dernière personne qui est toujours importante pour nous, hein, la France, parce que voilà, il s'agit donc de la traductrice, et ici on va discuter donc de Mona de Pracontal. Alors Mona de Pracontal, voilà, on a déjà parlé d'elle dans un précédent podcast. C'est une grande professionnelle dans le milieu littéraire, hein. Elle est souvent appelée pour des conférences, et on ne compte plus ses multiples traductions des romans de tout genre. Elle travaille aussi bien pour la jeunesse que pour l'édition ado, adulte. Elle dira de son travail cette très belle phrase, je cite: « J'aime danser ce pas de deux qui emportent texte et traducteur, où mes mots tantôt se placent d'emblée dans des empreintes de l'auteur, tantôt errant, tâtonnant, butant et pirouettant, pour enfin marcher de pair avec les siens. » Donc on voit que Mona est très passionnée de son travail, et ça c'est quelque chose que je félicite, parce que franchement Fred, quand on trouve un métier qui est une passion, bah, franchement c'est classe. Oui, puis elle est citée dans la version française, Mona. Et puis nous, oui, on adore son boulot. Puis elle est très connue. Puis peut-être qu'on vous en parlera plus une prochaine fois dans d'autres circonstances, voilà. Ouais, ça serait vache. Hein. Ça serait vraiment super comme événement. Bah voilà, franchement, super de retrouver Mona là-dessus, et puis de discuter un peu plus de ce livre, Fred, avant que l'on rentre dans le sujet, avant que l'on discute de... Oh, alors les auditeurs, pourquoi je suis un petit peu réticent là-dessus, c'est qu'avec Fred, on n'a pas encore échangé notre point de vue, nos avis et notre aventure ensemble. On s'est tout réservé pour vous en live, voilà. Enfin en live, plutôt nos réactions, hein, voilà, qui sont enregistrées en direct pour l'émission, Fred, parce que là, on ne sait pas ce que l'on pense. Et avant, je te propose un petit dernier thriller, un petit dernier teaser. On s'écoute un morceau de musique que tu nous as amené ?
Oui, qui est tiré d'un film de SF, mais je sais pas lequel. Alors si quelqu'un le reconnaît, ça sera sympa. Bon, comme il s'appelle Kryptonia, peut-être que c'est un Superman, plutôt ceux avec ceux des années 80. Donc c'est parti pour la Kryptonia Party, voilà. Oh, c'était... C'est parti pour la... C'est Kryptonia Party pour la Kryptonia Party. Tu te fous de ma gueule ou quoi, là? C'était ça, normalement, c'est moi qui allais ça, le blague. Peut-être à cause du titre, ça me fait penser à Superman, mais c'est pas le cas, non? Non, Peut-être. ouais, non, ça, bah après, je sais pas, faudrait revoir les films, mais non, ça me parle. Non, c'est bizarre parce qu'il y avait, c'était dans une compilation de bandes originales de films de BO, de films de SF, cool. Mais les films étaient pas forcément nommés, donc celui-ci, je sais pas quel film c'est en fait. Mais sais-tu qu'il y a une version éditée pour la télévision du film de Superman, hein, le tout premier avec Christopher Reeves, de 3 heures et quelques? Ah oui? Ouais, avec pas mal de séquences en plus, comme quoi quand il trouve l'abri caché de Lex Luthor dans le métro de New York, et il y a il y a une séquence en fait où il est en train d'éviter des lasers, des pièges, il y a plein d'autres personnages qui apparaissent. En fait, ils ont utilisé tout ce qui a été filmé pour le film, et ils ont créé une édition télé. Donc c'est assez marrant. La même chose pour Dune, il y a un film de Dune, je crois qu'il dure 3h30 ou quasiment 4 heures. Donc le fameux Dune réalisé par David Lynch avec franchement là il y a tellement de gens là-dedans, entre Kyle MacLachlan, Sting, Jürgen Prochnow, bref, ça continue. Mais voilà, il y a une édition très très longue avec une énorme ouverture, je crois que de 15-20 minutes, avec une voix off de la
la princesse Irulan qui nous présente l'univers, et c'est une ouverture avec plein d'illustrations voilà, du fandom, ou peut-être qui ont été approuvées par oh merde, Par qui a Lynch. été approuvé par Frank Herbert. Herbert. Ouais, qui ouvre et qui nous présente toutes les planètes et galaxies, qui nous présente les Bene Gesserit, les Witch, les grandes maisons, hein, l'empereur Padashan, tout quoi. Bref, je divague. Peut-être qu'il y a une raison que j'ai pas envie de commencer à parler de ce livre. Ok, Fred, le justicier de l'univers. Nous sommes le libérateur des mondes esclaves. Harry Voyageur. Notre titre de mission est le barreau du ciel. Et nous avons un vaisseau intitulé le Météore qui figure sur la couverture. Alors, franchement, ouverture de ce livre, qu'est-ce qui m'a surpris ? Il y a un préquel en fait, il y a une explication de l'univers. Il y a quand même à peu près 5 pages qui nous expliquent un peu qu'est-ce qui se passe, de quoi est fait ce monde, qui sont les personnages principaux et quelle est notre mission. Donc c'est un peu mieux que vous êtes un guerrier, vous devez tuer le magicien, vous êtes dans la forêt, voilà, vous devez marcher jusqu'à la tour. Bah, j'ai même trouvé ça un peu too much, en fait. Il y avait trop d'infos, avec beaucoup de noms de races extraterrestres. Nous, en fait, on a un croisement entre 2 races, on a 4 bras, il y a des insectes reptiliens, des insectes mollusques qui sont battus sur la galaxie. Nous, les mollusques, ils nous ont, je crois, nous mis en esclavage. Il y a un humain qui s'est révolté, là, le fameux Harry, qui était un pilote, qui était un pirate. On a regardé la guerre avec lui, c'était le premier empereur. Nous, on a un croisement de race, et du coup, maintenant, on fait un peu partie de la garde impériale du palais, quoi. Et en fait, on a une espèce d'agent spécial, on maîtrise tout ce qui vole. Et donc, on a 4 bras, c'est assez rare. Et Oh, tu sais quoi ? Oui. Ça me fait penser au métabaron. En fait, nous sommes un métabaron, on travaille pour l'empereur, en même temps on travaille pour lui, on n'est pas freelance, comme le métabaron l'est. Mais est-ce que t'as déjà lu la caste des métabarons de Juan Gibbons et Non, Jodorowsky, et non. bien sûr, non, j'ai Jodorowsky, ouais. Non, j'ai pas lu. Bon, pas encore. Bah en fait, pour les éditeurs, alors attends, je suis pas en train de dire que c'est aussi bien, mais ça me fait penser à ça. Parce que moi, j'adore la caste des métabarons. Fred, c'est une excellente BD, hein, des humanoïdes. Mais là, je sens que déjà qu'il y a les gens qui détestent ce putain de livre et qui adorent les métabarons, qui sont en train de dire, Xav, sérieux là? T'es sérieux? Non. Je suis d'accord avec vous. On est loin de ce niveau-là. Mais voilà, ça me fait penser à ça. Mais ouais. Donc ouais, c'est génial, Fred, d'en parler avec toi. Ouais, je suis désolé, mais ça fait partie de mes trucs, C'est pas mes grave. trucs à faire, mais ça BD, ça prend du temps. Mais ouais, j'ai failli craquer, parce qu'en plus, Y a pas de souci. c'est 30 ans de carrière. Et pour parler de Dune, justement, Jodorowsky, il a fait un Dune qui a jamais été achevé, donc ça fait un peu la liaison, c'est sympa, quoi. Et Bah ouais, j'ai même pas pensé à ça. Tiens, Ouais. bien vu. ouais. Bien vu. Bah, ça se trouve, toutes les images dont tu parlais, ils l'ont pompé de son fameux book, là où il avait fait toute la création graphique de l'univers et tout, donc c'était un sacré boulot. Tu crois qu'il y a eu un festival de science-fiction quelque part en Europe et Jodorowsky, il était à un bar avec tous les grandes têtes de la SF. Après, on nommait quelques-uns. Fred, qui serait à ce bar ? Il y aurait Frank Herbert, et il y aurait Arthur Clarke. Qui d'autre ? des auteurs. Philippe Dick, allez, pourquoi pas à Jack à Vance, Eric de forcément. Ménabordney, pourquoi pas Moorcock, Jack Michael Vance, Moorcock, ouais. Heinlein. Jack Vance, Heinlein, ouais. Ils sont tous là, et puis ils se disent, tiens les gars, allez, on prend quelques verres, ils sont tous bourrés, ils se disent, si on écrivait l'histoire la plus pourrie d'ASF. Ils écrivent un truc qui s'appelle Skylord, et ils le jettent par terre, tu vois, ils vont ailleurs, et puis bah là, je suis méchant. Et puis là, il y a Martin Allen qui arrive, qui prend un verre tout seul, tu vois, il est plus comme nous, hein, il est au même niveau, on n'est pas des experts, et qui voit ça par terre, et se dit, putain, il y a du bon là-dedans. Et qui l'adapte. Et ça devient donc... Ouais, le Skylord. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que moi, ça me fait penser comme à un film à sketch. Tu vois ce que c'est, les films à sketch où en fait t'as plusieurs petites histoires, et j'ai vraiment l'impression qu'en fait c'était des trucs, plein de péripéties, mais la liaison entre elles était pas forcément, Plein de péripéties. Tu sens déjà que Martin aime beaucoup l'heroic fantasy, parce qu'il y a constamment des illusions qui font plus médiéval fantastique, sword and sorcery, qui ont rien à foutre dans la SF space opéra. Et parce que là, on est supposé être dans du space opéra action. Hein. Mais en fait, c'est ça me fait un peu penser comme le premier d'Andrew Chapman, qui était en fait un donjon dans l'espace. Et là, c'est vrai que il y avait beaucoup de références sur Rick Fantasy. En fait, j'ai l'impression d'avoir vécu oui, c'est ça, une espèce de quête de Rick Fantasy très loufoque, mais dans un univers space opéra, mais pas forcément super bien représenté.
Mais il fait ça. J'ai l'impression d'avoir fait un film d'avoir regardé un film à sketch, fait une aventure où en fait on m'avait donné un but qui est de, on l'a pas dit le but de notre mission, mais en fait il y a entre guillemets un savant fou généticien qui était le majordome du roi, qui a commencé à créer Crébastien. Ouais, Crébastine. Notre antagoniste. Ouais, qui a commencé à créer Crébastine. Ouais, ou Bastine, moi j'ai dit Bastine, mais on peut dire Bastin sûrement, j'en sais rien. Et donc a commencé à créer des répliques du personnel du royaume, du palais pour les remplacer, toucher leur paye. Donc il a eu poursuivre ses expériences pour créer des lettres parfaits, comme toujours. Donc il s'est fait gauler, il a été exilé. Avant de s'exiler, il a fait une opération chirurgicale sur la princesse. Il a transformé sa tête en ananas. Donc voilà, ça vous porte. La reine, ouais. La reine d'ailleurs qui a le même nom que la femme de Django. Oui, j'ai pas fait gaffe. Quoi. Bromhilda. Bromhilda, d'accord. Bromhilda, le fameux nom allemand qui rend le personnage très intéressant dans le film de Tarantino. Tu vois, comme quoi, moi je cherche à m'échapper dans l'histoire qui était un petit peu monotone là au début. Et pourtant, Fred, quand j'ai commencé à le lire, ça me faisait penser... Alors, pour historique déjà, j'ai jamais lu ce livre dont vous êtes le héros. C'est la première fois que je le lis. Donc je savais pas de quoi m'y attendre, je me suis retenu, malgré que je connaissais sa réputation, je me suis retenu de lire les critiques, mais en commençant à lire le début, et un peu ce côté loufoque, les différents types de personnages, avec différentes anatomies, moi ça me faisait penser un petit peu à Space Adventure Cobra, donc vraiment le manga des années 70. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça, en fait, après, tout n'est pas acheté dans ce livre, faut être franc, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait assez de créativité, les aliens étaient assez sympas, assez loufoques, j'allais même dire rock'n'roll, si on se base sur la couverture anglaise. Mais c'est ça qui me fait penser à Cobra en fait, c'est que tu sais il y a plein d'ennemis bizarres, il y a des hommes corbeaux, il y a il y a l'homme de verre avec sa pince en or. Il y a des guerriers assez cool qui se baladent un peu comme nous. Nous, on est carrément le personnage de Mortal Kombat. On est Goro. Ouais, d'ailleurs, il y a une illustration. Ouais. Il y a une illustration de Goro là-dedans aussi. On a notre propre vaisseau. Enfin, ça me faisait penser beaucoup à Space Adventure Cobra, quoi. J'étais à fond Cobra. Mais au fur et à mesure que je lisais le livre, je me disais, ah merde, putain, je m'y retrouve pas, en fait. Je me retrouve pas dans cette aventure où il m'arrive pas mal de péripéties, où je joue au rugball, ou bref, tous ces moments cool de Cobra. Par contre, oui, il y a une grosse pyramide, comme dans la 3e saison de Cobra. Enfin bref. Mais en fait, c'est ça, t'avais raison. Peut-être que t'as l'impression qu'il y a plusieurs gens qui ont fait un brainstorming géant. Ils ont fait, moi je veux telle scène, moi je veux telle scène, moi je veux telle scène. Bon, on va faire un espèce de fil conducteur, en fait, qui marche pas parce que, en fait, on te dit que t'as une mission. Et en fait, à chaque fois qu'on te dit ta mission, t'arrives pas à la faire parce que t'as toujours une couille qui t'arrive sur le paletot. Tu crois que ça va durer 2 secondes. En fait, non, c'est un vrai endroit avec d'autres gens qui ont rien à voir dans l'aventure, qui te mettent des bâtons dans les roues. Des fois c'est sympa, mais des fois c'est un peu chiant, puis des fois tu te dis mais pourquoi il m'a fait faire tout ce chemin-là, ça m'apporte rien en fin de compte. Et même la fin, non, après même la fin, il y a quand même un retournement de situation qui est assez bien vu, mais j'ai pas réussi à rentrer. Puis ouais, il bascule entre l'heroic fantasy et le space opéra, il maîtrise pas son sujet, j'ai l'impression tout simplement. Et c'est vrai qu'on complètement, et puis je suis d'accord. Puis le côté loufoque, ça nous fait perdre un peu la continuité, parce que ça nous fait un peu déconnecter des fois. Ça me rappelle un peu ce qu'on avait pu voir avec Benjamin, où des fois le côté loufoque on l'emportait trop et ça pouvait faire décrocher le lecteur. Et bah là, moi c'est un peu ce qui m'est paru, c'était trop une parodie en fait pour que moi j'y accorde du sérieux du coup. Ouais, moi il y avait des séquences qui m'ont... Je me suis dit qu'est-ce qui se passe, ok c'est cool, mais en même temps ça fait bizarre, ça fait déplacer. Déjà de 1, le vaisseau, je sens que c'est pas très bien utilisé pour des séquences. Je trouve qu'on a vraiment pas l'impression d'être à l'intérieur. Il y a des petits moments où ça marche, mais on se retrouve pas mal à pied, ce qui est pas une mauvaise chose, mais je m'attendais à ce qu'on change de vaisseau. Alors c'est peut-être mon amour pour le système de jeu de la grande menace des robots. Je sais qu'on revient toujours là-dessus, hein. C'est notre premier, c'est important pour Fred et moi, mais aussi, c'était un jeu assez cool où on pouvait changer d'engin et de système, et là, voilà, on avait des nouvelles options. Fred, c'était un truc assez cool. Et je pensais qu'on allait retrouver ça, qu'on retrouve un tout petit peu. Au bout d'un moment, j'étais dans un char. Enfin, je reviendrai là-dessus. Mais en gros, voilà. Ce qui me dérange, c'est que on me fait une pub pour quelque chose qui va être cool, et puis finalement, le produit final, il est pas là, quoi. C'est des petites bribes, sans vraiment aller plus profond dans le système de jeu. Donc, voilà, un système de pilotage de vaisseau que je retrouve pas trop. Franchement, j'ai l'impression que c'est juste un échange de dés, j'ai pas l'impression de faire du dogfight. Et puis le système de quête, ça m'a gonflé, Fred. Ce qui se passe dans cette aventure, c'est qu'on est constamment en fait en train de finir des petits objectifs. Ouais, des mini-quêtes. Et voilà, constamment en train de rendre service, constamment en train de comment ça s'appelle ?
j'allais dire, de s'écarter de plus en plus de l'objectif principal, m'a énormément gonflé à travers toute cette aventure. Bah, en fait, parce que dès le départ, oui, donc moi je reviendrai juste sur le dogfight. Il y a une phase, il y a des règles sur le roulage, le tanguy et le dernier, je sais plus comment ça s'appelle. Yes. Et en fait, qui sont assez cool. Ouais, moi j'ai rencontré une scène où tu dois avoir ces trucs à gérer, et je vais dire c'est le seul moment, en fait, c'est un des seuls meilleurs moments que j'ai passé de l'aventure. Au début, il m'a fait chier parce que il y a un truc que j'avais pas compris par rapport aux chiffres que c'était en valeur absolue et valeur relative. Bon bref. On a plusieurs propositions, ça c'est intéressant. Le combat est scénarisé et du coup après on se retrouve à faire une superbe action. On doit faire 4-5 paragraphes en adaptant sa position, on se prend quelques tirs, on perd des écrans, tout ça, on persévère, et là, du coup, après, on a une récompense et on explose le vaisseau adversaire. Et je me suis dit, ces règles-là, en fait, pour moi, de tête, elles ont été prévues que pour ce combat-là. C'est comme, je sais pas si t'as vu qu'il y avait des règles pour l'oxygène. T'avais dit... ouais. Et en fait, moi, je me demandais à quoi ça servait, et je suis tombé sur un combat où on l'utilise, mais je pense qu'en fait, que les règles l'ont sorti que pour ce combat-là. On en reparlera peut-être plus tard, mais... Est-ce que toi, t'as utilisé l'oxygène, par exemple? Non, bah, non, j'ai utilisé ni le dogfight, ni l'oxygène, quoi. J'ai pas eu du tout l'accès. Ce que j'ai eu, c'est le manège, qui m'a absolument gonflé. Oh, c'est sûr. On reviendra aussi là-dessus. Ouais. Oh là là. Mais comme je te disais, moi, c'est... Non seulement j'ai pas eu toutes ces options-là, mais j'ai été constamment renvoyé, voilà, sur des missions secondaires qui m'écartaient de plus en plus de la planète principale, hein, Atrox, c'est ça Arok. Arok, ouais, la planète Arok est une planète vivante, une planète forteresse, en gros, c'est un peu comme on revient sur le thème des Transformers, voilà, c'est la fameuse planète mécanique, hein, qu'il faut attaquer pour retrouver Crébastien, voilà, nos empereurs nous envoient là-dessus, parce que voilà, il a transformé la reine avec une tête d'ananas, oui, en gros, il est en train de se faire un long nez de 30 cm. Il lui a fait, ouais, comme c'est un mécanicien génétique, donc il a complètement transformé. Mais en gros, ouais, moi j'ai été envoyé toujours sur ces petites quêtes, et d'ailleurs... Ce que je trouve intéressant, c'est que Martin Allen, il me fait penser beaucoup à notre Herbie, hein, Herbie Brennan, parce qu'il aime écrire de longs paragraphes. Il se passe pas mal de choses, mais contrairement à Brennan, ouais, je veux dire, c'est bien parce que c'est du création de l'univers. Ça nous permet en fait de se sentir dans l'aventure, parce que c'est toujours mieux que de se retrouver dans un paragraphe à la con. M'excuse là-dessus, je trouve que c'est vraiment la con. Quand moi je lis, vous êtes dans un nouveau couloir, vous pouvez aller tout droit à gauche ou à droite. Moi, ça me fait chier de lire ça dans un livre, dans The Hero, parce que je sais que je suis dans un donjon, mais j'y suis depuis des heures. Raconte-moi comment mon héros se sent, raconte-moi ce que je vois, l'odeur, les 5 sens, quoi. Je veux dire, profites-en. C'est comme un maître du jeu quand on joue à Donjons et Dragons. S'il dit juste, vous êtes dans la grotte du dragon, le dragon se trouve en face de vous, moi, ça me fait chier de jouer à un jeu comme ça, il se passe rien. Je veux dire, on est là pour l'imaginaire. Et... Herbie, il sait là-dessus. Herbie, c'est un grand professionnel de écriture en heroic fantasy, fantastique, il sait comment s'y prendre. Martin Allen, je sens que ça manque là, quoi. Je veux dire, oui, il écrit beaucoup, mais c'est très vague. C'est comment dire, c'est vide. Oui, en fait, il se passe beaucoup de choses. C'est vrai que il nous introduit des nouveaux personnages. Oh, pardon, excuse-moi. Non, mais oui, je rebondissais sur ce que tu disais, parce qu'en fait, c'est vrai que les longs chapitres, en fait, c'est des discours où, en fait, les mecs se font des monologues pour un peu dire leur caractère, mais bon, quand même pas grand-chose. Et après, t'as plein de petits paragraphes, c'est juste, oui, vous êtes une porte, tournez à gauche, vous avez fait ci, maintenant, le paragraphe 246. Et c'est vrai qu'il y a il y a une grande différence entre des paragraphes très longs, en fait, assez vides, des petits paragraphes où t'es vraiment en savoir plus. Moi, par exemple, oui, j'ai eu aucune représentation d'univers, et quand il a essayé de le faire sur la fin, bah, c'était mal fait, du coup, j'ai pas réussi à comprendre ce qu'il me décrivait, parce que c'était trop, tout fourre-tout, quoi. Ouais. Écoute, si je te raconte, on profite, on s'échange un petit peu nos petits moments clés, Fred, moi. Alors, le début, moi j'ai trouvé que j'ai passé un très bon moment au premier début, tu me diras si t'as eu la même chose. Donc voilà, notre but c'est de retrouver Crébastien, hein, la forteresse vivante. Alors, au début, on est dans notre vaisseau, on décolle, hein, très bien fait. Ça là-dessus, c'est pas un mauvais écrivain, je trouve, Martin Allen. Il a de la passion et il sait comment nous métamorphoser l'univers. En fait, tu sens, c'est juste... J'ai l'impression qu'il s'en foutait un petit peu. Tu sais, il était pas super passionné, c'était peut-être plus un produit, ce livre, qu'une passion. Alors après, voilà, mais c'était pas le néant, comment dire, c'était pas juste une œuvre écrite, voilà, qui fait chier à lire. Non, il se passait des trucs, malgré que l'aventure me cassait les couilles. Donc c'est pas le livre, c'est l'aventure. Voilà. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire là-dessus, sur la sémiologie, c'est que, ouais, c'est pas une bonne aventure, mais voilà, c'était un livre dans le héros, au moins il y avait l'écriture, du décor et de l'atmosphère, quoi, malgré que c'était pas super intéressant. Un peu de tout et un peu de rien, un peu comme on disait Fred, le papier dans le bar. Voilà, c'était plein d'idées de beaucoup de personnes, mais au fond, il n'y a pas de connexion. Alors je reprends le moment. Alors voilà, je suis au début, je demande à la planète, on choisit soit le spatio-lumière ou le spatio-temporel. Moi je choisis le voyage spatio-temporel.
Alors voilà, je traverse le temps à la vitesse de la lumière, l'extérieur va beaucoup plus vite. Après, bon là c'est excellent parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le voyage lumière. Ça veut dire que si nous on voyage vite, quand on revient dans ce monde-là, tout le monde aura vieilli et pas nous. Nous on sera resté un peu comme si comme qu'on était. Donc c'est intéressant comme sujet de SF. Et là, je trouve qu'il y a une bonne utilisation là-dessus parce qu'il y a une sorte de grosse plante qui pousse à l'extérieur et mon héros se rend compte que si elle continue à pousser à cause du voyage temporel, risque de pousser dans le réacteur et le faire exploser. Donc j'ai décidé d'arrêter le voyage temporel. J'ai toujours envie de dire le voyage lumière de Star Wars, la vitesse lumière. Et puis je décide donc de voler à proximité d'une planète pour effleurer son atmosphère, pour voilà, comme ça commence à brûler la plante qui est sur le réacteur. Il y a un pirate qui m'interprète, voilà, j'ai mon premier combat spatial, c'est sympa, je gagne mon premier combat, et puis à mentionner là-dessus, en fait, c'est qu'il y a un système de level up dans les combats spatials, le plus on gagne, le plus on améliore notre initiative. Donc voilà, ça nous permet de toujours jouer avant l'ennemi, petit détail. Donc qu'est-ce qui se passe ? En fait, je explose le vaisseau, je trouve un petit droïde et une tige de verre et de cubes d'ardoise, je sais pas ce que c'est, donc j'ai une grosse pince du vaisseau qui absorbe le petit droïde et le cube de verre, machin. Je me retrouve à être trop proche de l'atmosphère de la planète, je brûle la plante, mais le temps que je m'écarte, il y a un éclair qui touche l'un de mes réacteurs, qui le plante, et je dois me poser en urgence sur la planète. J'ai l'impression d'être dans le film Enemy Mine. Donc voilà, j'atterris, je choisis où atterrir, sur un lac. Il y a une belle description de la planète. Là, Martin, il nous fait un truc assez cool. Il me décrit des collines de couleur de perle lune bleue, avec un ciel radiant rouge. Je dis, ok, il est passionné, là, il me donne un univers. Moi, j'ai une bonne première heure à la lecture là-dessus. Et puis, quand je sors du vaisseau, il y a le robot qui me guide vers une caverne où se trouve un ermite. Je dis, ok, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que, en fait, ce livre, donc le justicier de l'univers, est-ce que, en fait, toute cette histoire de la planète robot et tout ça, ça serait que vers la fin ? Et toute l'histoire, en fait, c'est qu'on tombe sur une planète, on est abandonné, et puis notre but, c'est de repartir de la planète. Et je me dis, c'est intéressant, ça. Si mon but, c'est de survivre, et puis le livre et la pochette t'annoncent pas du tout ça, pourquoi pas ? C'est une belle surprise. C'est pas le cas, bien sûr. Il y a un ermite, il y a une planète où se trouve un ermite, voilà, il utilise, bien sûr, qu'est-ce qu'il a ? Il a le Deus Ex Machina, il a une machine à remonter le temps, et il fait remonter mon vaisseau météoroïde du lac, et comme c'est une machine à faire remonter le temps, il le remet dans un état tout neuf. Par contre, après, il me demande, voilà, de combattre une guerrière spatiale qui va attaquer sa planète parce que eux, c'est des esclaves qui sont enfuis des laboratoires génétiques. Et je lui dis, ok, voici ma première mission de détournement de l'objectif principal. Et puis, il y a un elfe spatial. On est dans du Warhammer 40 000, parce que même eux, ils appellent ça des Eldar. Ah oui. Ouais. Je lui dis, qu'est-ce que c'est que ça, un elfe spatial ? Donc, je monte dans mon vaisseau. Je vois sa forteresse et là je suis un peu perdu à l'écriture, je t'admets que là je me suis un peu soporifique, je me dis bon ça me saoule l'objectif secondaire. Je me combats contre son vaisseau qui est un vaisseau cristal et je détruis son vaisseau, voilà, ça libère le peuple, c'est très vite la fin là-dessus de l'objectif secondaire. On me dit juste voilà j'ai libéré le peuple, vous repartez sur votre objectif. Et puis à ce moment-là il y a le roi qui m'appelle et qui me fait faire un détournement pour attaquer un vaisseau de l'armée Wally Young de la 57e dimension. Et là voilà je me rends à une destination d'un vaisseau Wally Young où je dois le battre et on me dit bien le vaisseau est quasi indestructible. Je trouve tout de suite un marqueur brillant rouge comme dans un jeu vidéo, un spot pour faire des dégâts critiques et je me fais je me fais un troisième combat spatial quoi. Et j'étais le mec, j'en avais un petit peu ras le cul là parce que j'avais pas trop d'aventure. Et pardon, je parle pendant un petit moment là, Fred, mais ce que je voulais voir avec toi, pendant que toi tu me décris un de tes objectifs, c'est ce que je remarque beaucoup là-dessus, et je sais que c'est des one true way, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de paragraphes uniques, où on n'a pas trop le choix, et là-dessus j'en ai eu énormément, où à la fin du paragraphe, je devais me rendre juste à un autre numéro. Et je sais que ça, c'est souvent pour raccorder les séparations dans la construction des livres dans Vous êtes le héros. Quand t'as beaucoup de livres qui te disent juste aller au 22 et 22 ils disent aller au 57 et 57 ils disent aller au 120 et tu vas au 120, tu dis mais attends mais qu'est-ce que je fais là ? J'ai pas le choix, je suis en train de rien faire. Et je sais que souvent c'est qu'au début on t'a donné 3 ou 4 choix et puis ces 3 ou 4 choix après ils vont tous te réunir au même choix qu'ils avaient tous en commun.
Ouais, bah oui, bah j'avoue, ça arrive. Hein, quand même. T'es obligé de faire ça des fois. T'es obligé de raccorder. Faut bien qu'il y ait un truc. Mais là j'en ai eu. Il y en avait trop, peut-être moi aussi. Bien sûr. Il y en avait certains. Mais... Ah, moi j'en ai eu trop. Ouais. Trop. Juste trop. Au bout d'un moment, j'ai dit, attends, mais j'ai quasiment pas le choix à chaque fois. Et puis quand j'ai eu le choix, je voyais qu'il y avait 3 ou 4. Je prenais un, mais après j'avais jamais 3, puis 2, puis 4, puis 2, puis 4, puis 2, puis 3. J'avais jamais ce système-là que je retrouve chez Joe Dever, chez Ian Livingstone, chez Steve Jackson, surtout Sorcellerie, tu vois, Steve Jackson, c'est rare quand on tombe sur des paragraphes qui sont uniques. Il y a constamment des séparations, ce qui est cool. C'est du boulot. Alors je sais que c'est énormément de travail. On est en train d'écrire des livres tous les deux avec Fred, on sait que c'est du taf, mais là où est le choix de l'écrivain, quoi. C'est soit tu fais vraiment un livre dans le héros, ou soit bah Ok, là t'as le choix, 2 choix, mais ils vont tous te ramener au même choix. Après, décortiquer le cadavre du livre, je me suis dit, mais putain, j'ai pas trop le choix à chaque fois, quoi. Fred, voilà, j'ai assez causé là-dessus, je te redirai d'autres moments qui m'ont un peu gonflé, ou qui m'ont... Je suis un peu méchant, en fait. J'ai pas passé un mauvais moment. C'est juste que l'histoire était lourdingue constamment d'être envoyée sur des objectifs secondaires. Ça m'a saoulé. Voilà. L'aventure, en fait, se sentait pas. C'était plus... Ouais, va remplir ça et c'est fait. Tu sais, va me chercher mon panier de légumes et ramène-le-moi, et puis voilà, quoi, on fera un dîner. Ok. Ça me donne envie de boire. Bah, ce qui est bien, moi, dans cette aventure, c'est qu'on a fait un chemin différent dès le départ. Parce que moi, j'ai pas fait le voyage spatio-temporel, j'ai fait le spatio-lumière. Ouais, cool. Ouais. Alors, raconte-moi tout. Ouais, bah, donc, c'est un univers très coloré, tout est un peu dans des formes un peu bizarres, éclatées. Par contre, je suis tombé sur le mec de la couverture, là, qui est sur un scooter de l'espace, qui s'appelle un Faba, un Faba de Rougeard, il s'appelle. Les mecs, c'est des pillards, en fait, qui font des traquenards dans la zone spatio-lumière. Et donc, comme vous l'avez vu, il a des tentacules, il est hideux, il est belliqueux, c'est un bon pilote, il a des bonnes caractéristiques, mais j'arrive à en sortir assez facilement. Et là, donc du coup, je me dis, bon, bah, le voyage spatio-lumière, c'est de la merde, je vais prendre le spatio-temporel. Mais là, à ce moment-là, il y a une espèce de station orbitale sombre qui apparaît. On me propose d'y aller, je fais bon, c'est bizarre, il me la mettrait pas, j'avais pas compris encore qu'il y avait que des trucs, que des missions secondaires, donc j'y suis allé. Et là, c'était assez bizarre, parce qu'en fait, donc, il y a pas mal de scènes avec des pièces un peu bizarres, mais qui sont pas très, je sais pas, le mot que j'ai envie de dire, c'est cinématographique, je sais pas, qui était pas sympa à faire, en fin de compte. J'en ai un où j'ai des verrous, des verrous dans des cubes en verre qui sont suspendus en l'air. Si je les brise, je me prends un coup de fouet qui vient de nulle part. C'était pas, ouais, c'était pas génial, quoi. Et puis en plus c'était une espèce de couloir infini qui se rétrécissait au fur et à mesure, donc au bout d'un moment il était très petit. Là j'arrive à crocheter une porte, je crois. Et là je tombe sur un ennemi très bizarre, parce qu'en fait il y a une espèce de monstre qui me poursuit qui s'appelle un gros bulle orange. Et en fait c'est lui qui a, en fait ce monstre là il a vidé la station de tous ses occupants, parce qu'il mange tout ce qu'il trouve. Donc, du coup il est en train de me poursuivre, il y a une espèce de course-poursuite qui se sont fait avec lui, et à chaque fois je rentre dans des salles, je lance même un scooter sur lui, ça lui fait rien. À chaque fois on me dit de prendre des objets quand j'arrive dans des salles, et grâce à bon, il y a différents paragraphes, on fuit, on tombe sur un moyen pour s'enfuir. Et en fait à l'intérieur il y a le dernier survivant qui dit qu'il s'est empoisonné, ce qui nous prend pour un gros bulle, sachant que les gros bulles en fait ils peuvent prendre n'importe quelle forme. Bon, c'est un peu bizarre tout ça. Le mec, je suis obligé de le tuer. En fait, le gros bulle était dans mon vaisseau. Si t'as pas il te sort une liste d'objets, mais je sais pas, il doit avoir 40 objets à peu près, avec des points. Et en fait, dans ta fuite, si t'as ramassé assez d'objets, le truc il te bouffe pas. Sinon il te bouffe. Et tu perds l'aventure. Donc c'est déjà assez chiant, parce qu'en plus ces objets sont complètement loufoques, et leur point n'a rien à voir avec leur volume ou tout ça. Donc c'est du pur hasard complet. Donc c'est déjà assez chiant quand t'as pas le bon nombre d'objets. Faut faire comme 13 points, et je crois que tu ramasses que entre 4 et 6 objets, donc c'est pas avec une moyenne de 1 ou 2, donc voilà, c'est assez chaud. Donc ça, c'était pas très cool. Et après, comme toi, donc j'ai essayé de reprendre la direction de notre destination à Arok, là, et en fait j'ai mis un message de notre chef, lui, ou pareil, j'ai un vaisseau qui nous attaque, mais c'est pas le même. Nous, c'est un pillard qui s'appelle Krabstung, donc qui est dans le système de Krabstung, je crois. Et là, c'est là que j'ai fait son vaisseau s'appelle le Grand Archipel, ouais. Et donc là, c'est là que j'ai fait la phase de dogfight avec toutes les caractéristiques. Fallait tout maîtriser, s'aligner sur le truc et le shooter, quoi. Parce que toi, tu me dis que t'as fait des combats de vaisseau, mais t'as pas eu ces règles-là. Non, c'est intéressant. T'as vu ce que tu viens de décortiquer ? C'est que tous les deux, on a commencé avec le même début, puis on a tous les deux divisé, on a choisi à droite, moi à droite, toi à gauche, hein. Et par contre, ça nous a pas ramené vers le même objectif, mais ça nous a ramené vers une séquence qui se ressemble énormément, qui se miroire beaucoup. Moi, où je me suis tapé le Wally Young,
Et là-dessus, le Wally Young, en fait, j'avais plusieurs systèmes d'amorce à faire. Je pouvais soit le scanner, trouver le point faible, m'approcher en coupant les moteurs. Bon, il y avait toute une séquence d'action thriller sympatoche. Et toi, tu me dis c'est du dogfight avec justement les règles spécifiques. Mais tu vois ce que je veux dire là sur le découpage? Oui, en fait, oui, c'est ça. Il y a la première quête un peu loufoque et après tu tombes sur un espèce de combat spatial que ton chef t'a dit, que ton chef t'a ordonné de faire en fait. T'as pas le choix, t'es obligé d'y aller quoi. Ouais. Mais en fait, ça me surprend en fait. C'est cool quoi. Ça veut dire ça se ressemble, mais au moins il y a quand même de la diversité quoi. Donc moi j'étais content parce qu'après on me dit quoi, je vais pouvoir enfin me diriger vers Arok là. Et en fait non, parce que dès que j'arrive, je me fais abattre par un rayon laser orbital et en fait je m'écrase comme une merde et je crois que je choisis de m'écraser dans le désert pourpre. Et donc après j'ai encore tout un périple à partir de là quoi. Donc je sais pas si toi t'es passé. Je crois qu'on l'a fait ensemble. Ouais. C'est sur la planète Forteresse. Ouais, sur Arok. Ouais. Sur le désert pourpre, c'est ça? Ouais. Moi je me suis posé sur le lac Noir. Ah, c'est cool. Bah, c'est bien, on a bien divisé nos tâches. Ah oui, c'est pas comme la dernière fois, ouais. Bah écoute, moi j'ai eu une petite séquence là-dessus. Encore une fois, je me suis moins accroché parce que ça faisait trop bazar, comme on a dit au début. Hein. J'atterris sur le lac, il y a une pyramide volante qui arrive, qui absorbe mon vaisseau avec un rayon tracteur et qui dépose un vaisseau araignée et un énorme vaisseau scooter. Je suis noté ici, c'était quoi? C'était un vaisseau cloche. Un vaisseau cloche et un robot araignée. Le vaisseau cloche ouvre son ouverture et qui me dit monte à l'intérieur, il y a un vieil homme. Je monte et en fait on attaque le vaisseau robot araignée, puis on s'enfuit, je crois qu'on le laisse à moitié péter. Et le vieil homme, il me dit en fait que c'est une création génétique de Crébastien, et c'est l'un des derniers. Enfin, je veux dire, il y a eu que peu de lui, où je crois que c'est le seul, et puis on me dit qu'il va bientôt mourir. On s'endort parce qu'on est crevé, qu'on se réveille, en fait il est mort, voilà, donc à nous de guider le vaisseau, il y a un autre combat, on perd le vaisseau, puis on se retrouve à pied. Je suis ok, bon, c'est pas que son monde est vide à Martin. Tout le monde dit 3 prononciations différentes. À Martin Allen, mais c'est que, et je pensais à ce que je disais tout à l'heure, là, mais ce qui compte, c'est le voyage, c'est pas l'objectif, hein, on est d'accord. Ce qui compte pour aller du point A au point B, c'est pas le point B, c'est le voyage qui compte, c'est pas la destination. Mais ce qui est important du voyage, c'est que on parcourt un voyage qui nous fait grandir, qui nous fait mûrir, qui nous fait rencontrer des hommes et des femmes et des guerriers et des philosophes, et il se passe des choses, et quand on arrive au fur et à mesure de l'aventure, tout ça se développe, tout ça a de l'histoire, on les retrouve, tu vois, il y a une aventure, il y a quelque chose. Et au fur et à mesure, je me retrouve avec tous ces petits objectifs. Là, j'ai rencontré un vieil homme qui est en train de crever, qui m'a sauvé d'un vaisseau pyramide, le truc direct sorti de Zardoz avec Sean Connery. Ok, tout ça c'est cool, mais ça sert à rien et ça bâtit pas la personnalité de mon personnage. C'est juste des rencontres intéressantes, mais il se passe vraiment rien, quoi. Et c'est un peu vide sur mon sujet qui est pour arriver à Crébastien. Donc ouais, ça m'a un petit peu... Et je trouvais que ça me manquait, malgré que, ouais, il y avait quand même des moments intéressants. Peut-être avec une réécriture, ça serait cool, quoi, que tout se connecte un petit peu. Bon, voilà. Après, il y a une autre histoire là-dessus. Je te reparlerai un petit peu, Fred de Sam, donc l'homme poisson. Je sais pas si tu l'as rencontré, lui. Oui, c'est Sam le bucolique, c'est ça? Ouais, le pourrier rose et bleu avec des nageoires. Bah, tu l'as rencontré, toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé avec lui? Bah, moi, je l'ai rencontré plus tard, il me semble. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans le désert, je me suis dirigé vers la ville que je voyais, elle était loin, donc j'ai plus d'une journée de marche. Je vois des piliers et des chuchotements, je décide d'en savoir plus, je monte sur les piliers, et puis là, en fait, je me fais attaquer par des aliens araignées, on va dire. Une meute d'aliens araignées. Là, ils m'en serrent dans leur cocon, ils me présentent devant leur chef, ils disent, bon, on va te bouffer. Bah, je suis pas tout seul, en fait, il y a plusieurs créatures différentes qui sont suspendues comme ça en attente d'être bouffées. Donc là, je dois faire des tests, j'ai un petit peu de chance, et en fait, à côté de moi, mon compagnon de la fortune, c'est une espèce d'oiseau avec des plumes qui dépassent de son cocon, j'en pique une, et en fait, il y a de l'acide dedans, et grâce à ça, j'arrive à me défaire, et il y avait un garde endormi, je m'en débarrasse et je fuis. Donc ça, tu vois, je me dis, bon, ça c'est assez, tu vois, c'est assez... En plus, il y avait plusieurs tests, donc je pense qu'il y avait plusieurs possibilités. Ça, je me dis, bon, ça, c'est une scène bon, qui me servait à rien, moi, mais que moi, il y avait des bonnes idées, c'était assez marrant, je me suis représenté un univers, mais des moments comme ça sont assez rares, et puis bon, c'est comme un peu des entourloupes. Mais en fait, j'ai envie de dire, le pire est à venir. Donc là, c'était déjà ça. Après, je me dirige vers Centralville, qui est la capitale de Arok.
Là, pareil, et là, à partir de là, c'est enchaînement de combat. Je m'arrête, je me fais attaquer par un cafard-pion, une espèce de un mélange entre un cafard et un scorpion. Après, je tombe sur un espèce de gunfight entre deux vaisseaux dans le désert. On me demande si le survivant, je veux lui faire des signes. Je fais non, je me cache. Bon, je sais pas trop ce qui se passe, mais à mon avis, c'était pas encore une bonne idée. Et après, oui, donc je tombe sur un mec à une tête de tétard. On a même un dessin, lui, un espèce de mec en costard avec une grosse tête de tétard. Il me dit qu'il est pas content, le mec qui habite dans la maison en champignons qui est pas loin, là, il lui a volé tout son équipement et il voudrait bien que... En fait, j'ai même pas le choix, je vais l'aider, je décide de l'aider. Là, le bouquin prend le pas sur moi, on n'a même pas le choix, c'est une obligation. Donc moi, je scie les barreaux, je me rentre à l'intérieur, en fait, dedans, je me fais tirer dessus au lance-missile avec des explosifs invisibles. Donc bon, en gros, je perds des points de vie, je suis obligé de faire des actions pour le pillard qui était en face, le mettre hors d'état de nuire. Et donc, en fait, sachant qu'après, l'arme appartient donc au fameux homme tétard qui m'avait demandé de l'aider. Donc, je lui donne, sachant que j'aurais pu la garder. Et en fin de compte, je récupère une fiole d'acide que je mets dans mon inventaire. Et donc, après, le Sam bucolique, c'était pas lui. Ouais, non, mais Sam bucolique, moi, je le rencontre beaucoup plus tard. Donc, il m'arrivait d'autres trucs encore, en fait, là. Donc, en fait, le but, c'est qu'on doit rejoindre le centre de défense pour annihiler, en fait, pour annuler les défenses orbitales de la planète pour que notre armée puisse intervenir. Donc lui, quand même, il m'emmène par les passages souterrains, il m'emmène au centre de la ville. Là, j'ai toute une énigme avec des interrupteurs, j'ai un rouge et un bleu, je peux les tourner dans 4 sens différents, je les tourne tous à gauche, je me prends un coup de laser. Donc je suis obligé de partir ailleurs. Après, je tombe sur un mec, je sais pas si tu l'as vu, il y a un dessin aussi qui s'appelle Z, qui est le gardien des clés. Il me dit en gros, Z, c'est son petit chat qui a besoin d'un cerveau de... Je sais pas. D'une bête. Oui, on tombe sur Z qui nous emprisonne et il t'a enfoncé le tube dans la poitrine. Bah ouais, il m'en faut. En fait, moi je pensais qu'il allait me donner les clés, parce qu'il me dit ouais, je connais les accès, je vais te filer les clés. Je dis oh, bon, il a l'air bizarre, on me dit de lui faire confiance, c'est trop facile, je vais lui faire confiance. Et en fait, quand non, il nous fait une espèce d'opération express, il nous fout un cylindre en titane dans le corps, il nous dit bah dedans il y a une espèce de créature qui bouffe tout, est en train de bouffer le cylindre, en fait, dès qu'elle aura fini de le bouffer, elle va bouffer le cœur. Et donc... Ça me fait penser à quand Schwarzenegger, il enfonce le tube de vapeur dans... Total Recall. Comment il s'appelle, le méchant dans Commando. Ah, dans Commando, oui. Ouais, le méchant, le bad guy qui ressemble à Freddie Mercury, la Bennett. Voilà, à la fin, ils se battent dans une salle de tuyauterie et il arrache un tuyau de vapeur et il lui enfonce dans le bide et puis le jeu de mots anglais c'est Hey Bennett, let out some steam. Ah oui, bien sûr. En français, je pense qu'est-ce qu'on pourrait faire laisser évacuer la vapeur. Je sais pas. Laisser échapper la vapeur. Relâche la vapeur. Donc forcément, moi j'étais pas content, j'ai balancé ma fiole acide à la gueule et il a fondu sur place. Et j'ai pas trouvé la clé. J'ai pas trouvé la clé du cylindre. Et après je suis ressorti. T'as pas fait la... Ah ouais. Pardon, vas-y, raconte-moi la fin avec Z. Vas-y, t'as eu une interaction différente avec lui, je veux bien l'entendre. Hein. Carrément, moi j'ai choisi de faire toute l'interaction. Alors peut-être c'est ma faute, tu vois, que je me retrouve à faire une aventure qui me fait chier. C'est parce que j'ai accepté toutes les quêtes en fait. C'est ça mon problème de complétionniste. C'est ça en français? Pour l'épisode. Ouais, des complices, mais aussi de vouloir tout faire à 100%. Donc je choisis Z et qui me demande d'aller chercher un cerveau dans une taverne, dans un bar. Une taverne, pas une auberge. Whatever. Donc je voyage au monde d'Heroic Fantasy. Et là-dedans, en fait, il y a un monstre qui est un peu le chef. Il a toute une collection, une panoplie d'objets interstellaires intéressants tout autour, des objets de valeur. Et puis je vois le cerveau que je dois récupérer. Je sais pas pourquoi Z il veut ce cerveau, mais voilà, je le vois. Et je tombe sur un vieil homme qui est bourré, il me bouscule par accident. On peut répondre de 3 façons. 1, joyeux. 2, l'envoyer chier. Ou 3, neutre. Je choisis d'être joyeux et je dis, tu sais, un verre ça va, 3 verres c'est mieux. Et il me dit, je t'aime bien toi, oublie pas, ça risque d'être le 42 et tiens, prends ce pistolet à fléchette. Je dis, ok, bon d'accord, vieil homme, ça marche. Putain, la dernière fois que j'ai parlé à quelqu'un qui était bourré, il m'a rien donné, quoi, merde. Et donc je rencontre le balourd à qui appartient la collection, et puis il sait très bien que je suis envoyé par Z, je lui dis bon, ok, ça sert à rien tout ça. Et il me lance une boule de Pokéball sur la gueule qui me rétrécit tout petit en taille de fourmi.
et qui me fait tomber en fait d'une pseudo-arène. Et là, tu vois, c'est ça que j'aime pas dans ce livre, c'est qu'il y a trop de bordel. Comme je te disais, c'est tous les écrivains de SF à un bar et ils écrivent tous un Kadavexki en fait. Voilà, c'est un peu ça quoi, l'écriture. Et la première, c'est un homme épouvantail tout droit sorti de comment ça s'appelle le livre dont vous êtes le héros qu'on avait fait là. Je regarde les trucs historiques, mais ça. Oui, c'est l'épouvantail. Là. Oui, le truc de l'enfer, non pas de l'enfer. Oui, le truc d'horreur entre guillemets. Là. Merde. La vengeance des démons. La vengeance des démons. Il y avait un homme épouvantail là-dedans, je crois, non ? Enfin bref. Qui me demande une question, c'est combien y a-t-il de planètes ou d'étoiles dans le système machin, et il y avait plusieurs numéros, et puis bien sûr il y a 42. Donc le numéro que m'a donné le vieil homme bourré. J'ai réussi la première épreuve sur 3. La deuxième épreuve, c'était je sais pas quoi, c'était un combat. Et la troisième épreuve, en fait, c'est l'autre mec, là, il se rétrécit, le gars à qui appartient la collection d'objets où j'ai besoin du cerveau. Et on est tous les deux dans des pseudos, c'était pas très bien décrit, c'est des sortes de pseudo-boules, des mechas, en fait, et on combat. Alors, bien sûr, tout ça, on est tout petit, hein, on est à la taille de fourmis par terre. En fait, c'est des Pokémon, quoi. Et c'est un combat, et bon, c'est intéressant parce que le combat, il est en narration. Donc c'est cool, c'est par rapport à ce que tu fais, tu choisis comment bouger, et j'arrive à un bout d'un moment en fait où je le fais rembourdir sur ma carapace de ma boule méca, et je peux utiliser le pistolet flèche pour détruire une partie de son engin qui est vital. Donc c'est ce que je fais, voilà. Bon, le vieil homme en fait il m'a donné 2 objets qui ont servi, et à la fin on redevient tout grand, et je crois qu'il est pas content, donc il y a un autre combat qui s'ensuit. Et c'est marrant, la description qu'il nous donne de la taverne, c'est qu'il y a la moitié qui est intéressée, l'autre moitié enfin, il y a une moitié qui veut qu'on gagne, l'autre qui veut qu'on perd, et puis les 3/4 le reste de la salle, on a rien à foutre, quoi. Donc je pique le cerveau, je m'enfuis avant que tout le monde s'énerve, et je trébuche à l'extérieur, et je marche dessus par accident, sur le cerveau. Et je le reprends, je fais comme si rien n'était, je le ramène à Z. Z, en fait, il voit le cerveau, il m'emprisonne, parce qu'en fait, c'était un piège. Haha, j'ai profité de toi et tu vas être mon esclave. Et il ouvre son tank et il retire le cerveau du même animal mais qui est tout pourri et met le nouveau cerveau dedans. Et je crois que j'essaye de me défendre et je sors mon sabre laser. Oui, ça j'ai oublié de dire, on a un sabre laser à la Star Wars. Et je me prépare à me défendre contre lui, et lui il s'active pour nous détruire. Et en fait, comme on a marché sur le cerveau, ça fait mal marcher sa machine. Donc j'en profite pour l'exterminer, le tuer, et voilà, et continuer ma quête. Tout ça pour ça. Sacrée aventure. Ouais, bah c'est grosse digression, quoi. Ouais, diversion. C'est ça, en fait, qui m'a saoulé, c'est qu'au final, alors je sais que je suis pas très clair sur tout ce qui s'est passé, je m'excuse des aventuriers, mais là, il s'est passé tellement de choses qu'au bout d'un moment, j'ai dit, les gars, là, on s'écarte beaucoup trop de Crébastien, là, je veux dire, parce que j'ai lu au moins une quinzaine de paragraphes, hein, pour tout ça. Ça va loin. Alors Sam, l'homme poisson, comme on disait plus tard, ça c'est un autre moment où je l'ai rencontré. Je me balade à travers un secteur de la ville, et il y a quelqu'un qui me regarde, je vois qui c'est, il me tient avec un pistolet, je suis pas méchant, c'est Sam, voilà, un homme poisson. Il voit en fait qu'on a les 4 bras, qu'on est des guerriers, qu'on est là contre Crébastien, il me dit « Ah super, ok, tu vas pouvoir m'aider ». Et il me dit, écoute, je me suis enfui de Crébastien parce que finalement, on est une création génétique qui est très faible, il veut pas de nous, il m'envoie un truc qui s'appelle un cambéran, me traquer et me tuer. Je dis, ok, tu sais quoi, Sam, je vais t'aider. Ça marche, voilà, encore mini-quête, ça m'enlève de l'objectif principal, bordel. Il me met dans un blindé, et ça me faisait penser vraiment à une bataille de tanks de trône. Parce qu'on se retrouve, je sais pas où j'étais, j'essayais de trouver un petit peu des textes qui m'expliquent où je suis, et j'ai l'impression d'être dans le système des égouts de la ville, ou je sais pas, peut-être parce que c'est un homme poisson. Et je me bats contre le Cambéran qui est aussi dans une machine, et là c'est bataille de tanks, donc on se fusille à travers les blocs, et c'est marrant parce que c'est aussi un combat à narration, parce qu'il me dit que le Cambéran se cache derrière un pylône, donc voilà, et je détourne pour tirer dessus, et ça me fait penser, je sais pas si t'as joué à la borne d'arcade Tron, il y avait 4 mini-jeux dedans, et il y avait le mini-jeu du tank. Et il fallait tirer en ligne droite, donc il fallait anticiper les gestes de l'adversaire, un peu comme les motos, sauf que là c'était une boulette qui tire au lieu d'une ligne droite qui est tracée. Donc j'explose son tank qui est bien décrit, hein, le Cambéran qui était dans un exosquelette qui explose, il y a de la gerbe partout, puis lui il s'enfuit à moitié mourant.
je retourne voir Sam, et Sam, il me dit « Ah, tu m'as sauvé la vie, je te donne un objet très précieux. Un diamant. » Je regarde le diamant le plus près, en fait, c'est une boule de sel. D'accord. Ouais, mais bon, oui, il a pas tort. Ouais, mais en même temps, c'est l'objet qui nous sauve la vie à la fin du jeu, quoi. C'est débile, je te jure. Ok, c'est pour ça que Sam nous est imposé, peut-être. Alors moi, c'est marrant, parce qu'en fait, le Sam, moi, j'ai rencontré, mais dans d'autres circonstances, il m'a demandé des jets, j'ai fait casse-toi, j'en ai ras le cul d'aider tout le monde, il m'a tiré dans le dos. Oh, putain. Oh, what the fuck. Bah en fait, moi aussi, j'ai une grosse digression, là, parce que toi, t'avais tout, avec le Z, là, avec le cerveau et les combats à Pokémon. Moi, je suis tombé sur, Attends, ouais. je vais juste faire une aparté vite fait pour les auditeurs. Certains savent que certains de ces livres, là, on fait une nouvelle formule, c'est qu'on résume un petit peu les moments clés. Là, c'est ce qu'on fait, les aventuriers. On résume nos moments clés. Il se passe tellement de choses dans ce livre, sans importance, que c'est incroyable, Fred. Bah en fait, moi, c'est ça, je prenais les notes de ce qui m'arrivait, puis je me dis, mais par rapport à un livre dans votre héros, j'écris plein de trucs, mais en fait, qui n'ont rien à voir avec le but principal, et j'ai l'impression que ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Ouais, c'est ça, quoi. Moi, c'est pareil, je vais essayer de vous résumer la digression, mais si je fais point par point, ça va prendre trop de temps. Mais en fin de compte, moi, je rentre dans une grotte, la grotte qui est la voûte numéro 2. Nous, on cherche à rentrer dans la voûte numéro 5, je crois. Et donc, c'est une grande grotte de plusieurs kilomètres. Je vois un manoir, je m'y rends. Il y a des gens à l'intérieur, qui ont l'air un peu des malfrats. Et ils ont l'air d'avoir un tortionnaire à leur service, donc c'est pas un bon signe. J'essaie de passer par la porte, je me fais cueillir par des gardes. Donc, je suis enfermé. Je me rends compte qu'en fait je suis enfermé avec le propriétaire des lieux, qui est un savant, qui a inventé une machine à voyager dans le temps, et qu'il a caché le mécanisme aux malfrats, et ceux-ci veulent le torturer pour avoir la réponse. Mais tout le monde a une machine dans le temps dans ce livre ou quoi? Bah ouais, il semblerait, quoi. Donc en fait, les malfrats, Oh là là. en fait, le chef, c'est un chat à 3 yeux, mais comme le chat, il est pas trop crédible, pour parler aux autres, il se sert d'un homme à la peau violette, donc c'est eux deux les chefs, quoi. Mais en fait, le vrai chef, c'est le chat. Et c'est pour ça que c'était marrant. Donc moi je me fais tuer, je me fais attaquer par les sbires. J'avais réussi à battre, mais en rentrant à l'intérieur, il y a encore un autre qui me tombe dessus, qui s'appelle un Scooby-Doo. Donc je sais pas trop à quoi ça ressemble, qui est pas du tout décrit. Je ne sais pas ce que c'est un Scooby-Doo en anglais, on en avait déjà parlé avec Xav. En fait, eux, ils veulent me rançonner. Donc peu importe, de toute façon, le tortionnaire il arrive. Et là, ce qui se passe, il est un peu décrit comme un gamoréen d'ailleurs, mais un peu avec la voix aiguë. Et en fait, il commence à vouloir me torturer. Il voit le fameux cylindre. Et là, malheur à lui, en fait, en le saisissant, bah, la créature qui est à l'intérieur, elle sort aussi au même moment. Et en fait, elle le dévore complètement. Donc, il meurt dans d'atroces souffrances, le pauvre petit tortionnaire gamoréen. Et en fait, nous... On dirait, le tortionnaire Garborea et le Rancor dans Retour des Jedi. Ouais, sauf que le Rancor, là, il est minuscule, mais il est vorace, quoi, parce qu'il tient dans un cylindre, petit cylindre, mais bon, c'est une espèce de grosse teigne, un petit pimousse carnivore, quoi. Donc en fait, ce qui se passe après, c'est que comme elle mange tout, bah, je lui propose de bouffer nos chaînes à... Je sais plus comment s'appelle la créature. Donc avec un test de chance, elle tempère, elle nous délivre. Donc après, je m'en débarrasse d'un coup de pied qui l'envoie valser. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aussi, sachant qu'en fait, j'avais un moment quand on était dans les couloirs précédents, avant qu'on rencontre Zed là, le savant fou, tu tombais sur une espèce de couloir avec une pièce avec une dalle qui s'éclairait, qui était avec des inscriptions qui utilisaient voûte centrale droit devant. Donc t'as une espèce d'alphabet. Et donc sur le tortionnaire, je récupère un message avec ce fameux alphabet. Et en fait, quand j'avais quelques pièces pour le décrire, j'ai commencé à le décrire, ça voulait rien dire, j'ai vraiment rien compris. Et en fait, sachant que si tu veux sortir de là, t'es obligé de passer par une espèce de chemin piégé. Et donc c'est le fameux dessin qu'on avait à la fin, qui est le dallage, là, où t'as des carrés, des ronds de couleurs. Et en fait, dès que t'avances, tout ça change de couleur. Et en fait, faut pas faire un faux pas, sinon t'es mort. Donc sachant que moi j'avais pas déchiffré le truc, que t'as le dessin est à la fin du bouquin, avec des couleurs, qu'en fait à chaque fois que t'avances tout change de couleur, je te raconte pas le bordel. Donc en fait j'ai procédé par élimination. Bon c'était pas trop chiant, mais franchement je me dis mais quel est l'intérêt, quoi. Donc ça c'était pas le moment le plus sympa non plus. Bon je pense que le mec s'est fait chier, hein, si tu veux vraiment faire son truc ça doit marcher tout ça. Mais rien que le principe qu'entre le paragraphe que tu lis et le dessin auquel se rapporte, ça soit pas au même endroit, moi je trouve ça pas ça très pratique. Bon bref, c'était un détail. Donc j'arrive à me sortir de ce petit labyrinthe. Et là, bon, il y a plein de péripéties, je vous ai un peu tout résumé, quoi. Et ça en finit pas. Ouais, ça arrive pas, quoi. Ça en finit pas, putain. Donc après, le gars, on trouve son avanceau, il avait caché le curseur de sa machine temporelle dans une horloge. Donc on monte à l'horloge pour le récupérer. Là, il y a les deux grands méchants qui arrivent. Ils nous neutralisent. Ils veulent faire un casse avec la machine. En fin de compte, le mec les a trompés, c'est un leurre qu'il leur a donné. Les mecs disparaissent dans le néant. Nous, on a la machine. Et le mec, il me dit qu'enfin, il va pouvoir me
m'a envoyé devant la centrale de défense qu'on cherche, le Dôme des Merveilles. Le centre de défense est en dessous. Donc il me téléporte là-bas. Et là, en fait, c'est encore le bordel, quoi. C'est encore le bordel. Il y a encore plein de trucs qui arrivent et c'est un peu bizarre, d'ailleurs. Je sais pas si tu as vu, donc, ce paysage, c'était une espèce de paysage avec plein d'arc-en-ciel, des temples et tout ça. T'es sur une espèce de route suspendue, dans un paysage qui fait des milliers de kilomètres. Pas du tout. Avec des jardins et tout ça, là. Et là, c'est là-dessus que je tombe sur Sam. Donc, je décide de pas l'aider. Donc, il me tire dans le dos. Donc là, en fait, la lumière, c'est pas un soleil, c'est une espèce de lanterne volante un peu partout qui éclaire. Et donc, là, elle commence à changer de couleur. Je me rends compte que ça va être la nuit. Et là, je vois une forme une forme géante qui arrive sur le chemin. Donc, je décide de me réfugier dans un temple. Et là, en me faufilant dans le temple, en fait, je brise le seau, une espèce de prison en forme de goutte d'eau, de cristal. Et dedans, il y a une espèce de criminel qui est enfermé ici depuis 400 ans, quoi. Une espèce de cheval fou, mais sans bras. Et en fait, c'est pour lui qu'il y a les règles d'oxygène, parce qu'en fait, il a pas de bras, mais par contre, sa langue, c'est comme un caméléon. En fait, il te la fout autour de la bouche, il est en train de t'étouffer, quoi. Et donc, on t'explique que, et là, le combat est scénarisé. Donc ça, c'était pas mal, c'était une belle idée, puis il y avait un dessin de l'antagoniste, donc c'était assez sympa. Et donc, faut faire tout un enchaînement pour se sortir de son étouffement. Et après, tu te combats contre lui. Donc c'était une bonne idée que j'avais trouvée, même si, pour le coup, ça n'a pas grand chose à voir avec l'aventure. Donc le mec, en fait, moi j'avais fait un enchaînement, mais tu l'as pas rencontré, lui, il s'appelle, comment il s'appelle lui? Il s'appelle Fogg Farkin, le cheval sans bras, ça te dit rien? Non, moi après, les dernières rencontres que j'ai eu dans l'aventure, c'est Marsatou, son valet, et puis Jim Ego. Ouais, bah ouais, bon, ouais. Donc lui, là, il y a un combat, mais tu vois, Marsatou, par exemple, le personnage qui nous ressemble, que c'est le personnage qui a 4 bras qu'on voit juste après, en fait, qui est le fameux mec que j'avais vu avancer, en fait, qui est pas un géant, mais qui était une ombre projetée. Ce mec-là, je trouve qu'il prend le pas sur l'aventure, en fait, il prend le pas sur nous. En fait, dès qu'on le rencontre, je trouve que l'aventure, on l'a subi plus qu'on l'a vit. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ouais. Je pensais beaucoup, oui, je suis d'accord avec toi. Je pensais beaucoup aussi. Parce qu'un petit détail, parce qu'à un moment, non, je te... juste après, quand tu le vois pour la première fois, il te demande de le suivre, il dit qu'il va te soigner, tout ça. Moi, j'en ai marre des traquenards, tout ça. J'ai décidé de pas le suivre. Le mec, il te backstab, il te tue. Donc si tu refuses d'aller le voir, l'aventure se finit. Parce que ce personnage-là, t'en fait, mais tout le monde te backstab, toi. Ah oui, mais tout le monde, moi, il me tire dans le dos, il me backstab parce que je dis que je veux pas les suivre pour qu'il me soigne. moi, j'arrête pas de me cracher avec mon vaisseau, toi, t'arrêtes pas de te faire backstabber, quoi. C'est un peu ça, ouais. Aïe. Ouais, et je pensais, en fait, je suis en train de réfléchir un petit peu à cette formule d'écriture de ce livre, Fred. Alors, cogite avec moi un petit peu là-dessus. Un livre dont vous êtes l'héros, c'est une aventure. C'est un voyage de notre personnage, et c'est une chose qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on joue, c'est qu'on veut vivre l'aventure. Qu'est-ce qui nous... On n'arrête pas de décrire, en fait, tous ces divagations, ces déroutages de l'objectif principal, mais c'est pas une mauvaise chose. Mais qu'est-ce qui nous fait chier dans celui-là? Pourquoi ça nous emmerde autant? Oh, parce qu'il n'y a aucun lien. Et puis surtout que... Oui, c'est ça, il n'y a aucun lien, puis tu sais pas pourquoi... Et en fait, je savais pas si je progressais. En fait, on est déjà sur la planète. Exactement. Ouais. Non, tu l'as dit. T'as bingo, là, t'as tiré dans le mille. On sait pas si on progresse. On sait pas ce qui se passe. On voit pas le monde avancer. Voilà. On n'arrête pas d'affecter le monde des autres. Ce qui, bon, je sais que c'est un peu égo ce que je dis pour notre personnage principal, mais ça fait pas avancer la galaxie elle-même, en fait. Ça fait rien changer du statut de qui on est dans l'aventure. On est quand même... Attends, je reprends mes notes, là. Au début, Fred... On est le libérateur des mondes esclaves, quoi. Oui, on est Harry Voyageur, le baron du ciel. On est dragon d'or des 6 bouquins, c'est nous, quoi. Tu prends les 6 dragons d'or de tous les bouquins, c'est nous, quoi. Mais oui, je veux dire, la couronne, elle est sur notre tête de Mapang, quoi. Je veux dire, c'est simple, quoi. Et c'est pour ça que j'avais du mal, en fait, à me dire, mais pourquoi je me fais chier, là, autant? Qu'est-ce qui se passe pour que ça me gonfle, ce livre? Je veux dire... Et encore, il y a des moments qui sont vraiment super. Je veux dire, je veux pas être... J'exagère. Voilà, pour être sincère. Il y a des moments que j'aime beaucoup. Ce qui m'est arrivé jusqu'à la fin, ça m'a gonflé. Pour te dire... je vais finir plutôt sur ce que j'ai trouvé vraiment positif et des bonnes notes. Alors, pour finir avec ce qui m'a gonflé, c'est voilà, Marsatou qu'on a rencontré, qui nous endort. Alors, pour vous dire, les aventuriers, c'est un moment où on rencontre quelqu'un qui... C'est le classique shapeshifter, donc c'est le caméléon, c'est le mec qui nous accueille, qui veut nous aider, il y a même un petit moment comique où il nous sert un bol de liquide bleu ou vert, on choisit le vert, on boit, et puis il nous dit « Mais non, malheureux, c'est pour les pieds, pour les masser ». Un petit moment comique qui nous permet de nous reposer.
Et puis, bizarrement, on s'évanouit, on se réveille, on le voit en train de parler avec son majordome au loin, il nous pique toutes les armes, il nous dit qu'il va nous aider. Tu vois, ça sent déjà le mec qui complote, qui nous amène vers Jimego, qui a un ascenseur magique. Je voyais ça, en fait, comme le téléporteur de Star Trek, l'ascenseur, qui nous amène dans une nouvelle zone, pour trouver Crébastien. Et il y a toutes les séquences avec Jimego. Alors Jimego, c'est qui ? C'est quelqu'un qui est justement le gardien de la tour de génération en génération. C'est là où on fait la fameuse section, on peut parler du puzzle vite fait, Fred, ce fameux puzzle qui était en couleur dans l'édition anglaise. Ah oui. C'est complexe, c'est intéressant, mais finalement c'est chiant à jouer, quoi. Bah, c'est un puzzle, en fait, ça me fait penser encore une fois, je fais le détail de Tron, mais c'est un peu comme Tron. C'est des cercles qui tournent, et au lieu que dans Tron où le frisbee touche le cercle et ça tombe, nous le but justement c'est de regrouper les cercles, voilà, pour qu'on puisse détruire les ennemis. Et pendant tout ce temps-là, c'est un peu comme Joust, au lieu qu'on soit sur une énorme autruche, on est sur une énorme sauterelle. ouais, mais ça, en fait, c'est bien mis en place. Après, c'est encore ça. Encore celui-ci, je trouve mieux que le dallage parce que le problème, c'est encore que le dessin est pas au même endroit que l'action. En fait, il y a 4 phases. Il y a toute une règle que nous on joue en premier. Après, c'est le tel monstre, tel monstre, tel monstre. C'est qu'en fait, nous, en fait, on a 4 opportunités pour tuer tous les monstres. Et sachant qu'ils réapparaissent, et qu'en fait, on est séparés par des parois. Et ces parois-là, on peut les bouger dans un sens ou dans l'autre. Et eux, ils ont pas les mêmes règles que nous. Donc en fait, c'est ça. Faut un peu anticiper, voilà. C'est un peu chiant, en fait. Je pense que c'est très dur d'aller au bout sans en faire tout simplement tous les choix, entre guillemets, pas au hasard, mais en fait, le problème, c'est que le dessin n'est pas avec les paragraphes, donc c'est, pour te représenter, c'est un peu chiant. Et sachant que t'as un dessin qui représente un instant T, mais qu'en fait, comme toi, dès que tu joues, tu changes la configuration du dessin. Donc tu vois, c'est difficile de faire le suivi. Et je trouvais que c'était une bonne idée, mal exploitée et un peu chiante. Parce que moi, j'ai compté, parce qu'à un moment, j'ai compté, comme on avait fait pas mal de combats OVC, je te dis combien de combats j'ai fait dans cette aventure. Ah, dis-moi. Attends, j'en ai fait plus de 20. J'ai fait plus de 20 12. combats. Oh la vache. Plus de 20 combats. Et j'ai pas, et c'est la plupart des combats, moi, je cherchais pas à les faire, hein. Donc c'est des combats qui me sont tombés dessus, parce que je suis pas allé dans la bonne direction. Ouais. Donc j'ai trouvé ça énorme, quoi. 20 combats pour une aventure, c'est énorme. Moi, c'est énorme. J'ai eu beaucoup de combats, pas autant que toi, mais aussi, j'étais très étonné, je perdais énormément d'endurance, moi. Constamment, mais c'était pas lié au combat, c'était lié au choix. Mais c'était constant. Et il y a beaucoup de paragraphes comme ça aussi. Ouais. En fait, moi, pour être franc, moi, tous les points après, au bout d'un moment, j'ai noté parce que les combats, il y en avait trop, ça me saoulait. Mais c'est vrai que tous les points de vie que je perdais, c'était juste des points de vie, parce que je perdais des points de vie dans les paragraphes. Puis des fois, c'était chaud, hein, donc je devais récupérer, on a 10 rations pour récupérer 4 points de vie. Donc voilà, mais ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paragraphes, on perd des points de vie tout seul, quoi. Mais donc ce truc-là, c'était pas génial. C'est un peu comme un combat de gladiateur, mais en fin de compte, t'as plus de contraintes que de vrai plaisir. C'est dommage. C'est ça, ouais, c'est ça. Et puis c'est un peu bizarre. Et en même temps, c'est un truc narratif, donc on choisit comment on veut tourner les cercles et les ennemis choisissent aussi. Mais au final, ouais, c'était pas aussi intéressant que ça. Hein. Donc, voilà, pour mon point de vue, hein, je pense vraiment, je me suis un peu endormi dessus. Je me suis dit, bon, qu'on en finisse. Et d'ailleurs, j'en avais un petit peu marre du livre, quoi. Je me suis dit, bon, j'ai toujours pas l'impression d'arriver sur Crébastien. Et je crois que c'est le plus grand doigt d'honneur que m'a fait le livre. C'est la fin, Fred. Oui. C'est vraiment un sacré, mais fuck you, quoi. J'arrive enfin vers Crébastien, que je remarque qu'il est capturé à cause de ses créations. Comment ils s'appellent, Préfecta, pardon. Les préfectats, ouais. Et le but, en fait, qu'on trouve, parce qu'on est avec Marsatou, qui est finalement un traître, hein, on le savait très bien, il nous a livré pour travailler avec les préfectats, mais lui aussi, il s'est fait capturer. Crébastien, il est dans un truc à la Houdini, il est à l'envers dans un cube de liquide, avec des piranhas et des petits pics qui s'enfoncent, et puis il a une engueulade avec Marsatou. Ça, je trouvais ça intéressant parce que ça développe les personnages. J'aime beaucoup ça. Quand mes deux ennemis s'engueulent entre eux, ils s'entendent pas, je trouvais ça chouette. Je me dis, c'est intéressant. On peut choisir d'intervenir ou pas, ou les regarder. En fait, la vraie histoire, c'est qu'en fait, les préfectats qui étaient sur place se sont rebellés contre leur créateur, Crébastine, qui maintenant il est enfermé dans ce caisson qui est une salle de torture, en fait, et que donc Marsatou, qui voulait aider Crébastine, qui est une de ses premières créations, en fait, se retrouve comme nous, emprisonné par les préfectats, quoi. Et puis notre but, justement, c'est des Crébastien, c'est qu'il a créé un deuxième système. En fait, il a mis un ingrédient qui est de trop dans les préfectats, qui développent en fait leur agressivité, leur propre agressivité, et c'est donc on apprend ce que c'est du sel. C'est ça. Et donc là, on te dit si t'as pas de sel. Le diamant de Sam. Ouais, le diamant de Sam. Ouais, mais moi j'ai pas rencontré. Et du coup. Attends, il y avait un autre truc aussi.
Marsatou, quand on est dans son villa, il nous propose de prendre 7 boules de cristal sur 2, et en fait ces boules, c'est comme les boules Pokémon. En fait, c'est le système de la capsule corp de Dragon Ball Z. Ouais. C'est des tout petites capsules, t'appuies sur le haut, tu jettes, enfin pas Dragon Ball Z, je veux dire Dragon Ball, hein. Tu jettes et en fait ça devient un objet. Donc ça, je me suis dit, c'est intéressant, ça me fait penser à l'aventure de Son Goku. J'ai beaucoup aimé cette histoire, moi, avec l'armée du ruban rouge, Tao Pai Pai, bref, tout ça, Frankie 18. Au moins là, tu vois, il se passe quelque chose, c'est que le petit Sangoku, il est en train d'apprendre des choses, il rencontre des amis qui sont des ennemis au début, mais qui deviennent des amis, qui les aident au fur et à mesure. T'as pris quoi comme objet? Moi, j'en ai pas parlé, parce que les objets, en fait, on servait à rien, pratiquement, donc c'est pour ça que... Juste pour faire l'analogie, Oui. c'est que, il se passe quelque chose vers l'objectif principal, pendant que nous, en fait, il se passe que dalle, quoi. Ça ne sert absolument à rien pour arriver vers l'objectif principal. Alors, j'ai pris... je me souviens qu'un seul objet que j'ai pris, parce que l'autre je m'en suis pas servi. J'ai pris c'était une stéréo, c'était un boombox dans une boule Pokémon. D'accord, moi j'ai pris des bottines spatiales et un chien métallique. Les bottines spatiales, c'était pour arriver là au verrou gardé par le géant là. Elles sont parties en vrille, elles m'ont explosé, j'ai perdu des points de vie. Et l'autre il était et Marsatou était pas content, j'ai brûlé sa robe, il m'a roué de coups. Je fais, mais attends, mais je suis un Golgoth, pourquoi je me laisse faire? Mais là, t'as pas de choix, de toute façon, c'est comme ça. Et après, le chien métallique, j'ai voulu m'en servir contre les préfectats qui est de la fin, là, et le truc, il s'est retourné contre moi, donc je fais super. Donc, je me souviens ce que j'ai pris les bottes métalliques et la stéréo, en fait. Les bottes métalliques, ça nous a permis, une fois que Jim Ego fait tourner le manège avec Marsatou, ça nous téléporte dans la zone où se trouve Crébastien, et en fait, pour descendre, il avait des bottes métalliques et j'en avais aussi. Donc voilà, ça nous a permis de descendre la forteresse. Et de deux, en fait, j'ai trouvé ça marrant, c'est le petit moment où j'avais besoin d'humour. J'arrive dans la zone en fait de modification génétique des préfectats, et il y a des petits monstres qui jouent aux cartes, qui s'amusent, qui sont en train de faire je sais pas quoi, et en fait ils foncent sur moi pour appeler la sécurité, les autres préfectats, et je jette donc la capsule corp de la stéréo, et ça joue du Future Funk, tiens je vais remettre en arrière-plan, du Future Funk, et puis en fait les petites créatures, ils me disent des petits mots qui m'ont fait rire, ils me disent ouais, fais péter ton disco funk, vas-y, c'est super spatial comme morceau, ils sont en train de faire du breakdance, et en fait ça me permet justement de foutre le sel de Samy dans la recette, que les préfectats créent, la 2.0 qui se bat contre les 1.0, Crébastien il meurt avant tout ça quand on le sort de la zone de torture, avec des derniers mots auxquels j'en avais absolument rien à foutre. Et contrairement au paragraphe du début où c'était 5 pages où la moitié était intéressante et l'autre, je me suis dit ok, ça va payer, au fur et à mesure de l'histoire je me rends compte que non, c'est juste du blabla. Et ben là, c'est un peu mieux que notre dernier écrivain, mais voilà, je me tombe sur un paragraphe 400 de 10 lignes. Oh, pas mal. Oh putain, ça m'a fait du bien d'en finir là. Moi j'avoue, en fait, oui, en plus à la fin il y a une série, il y a plein de combats, les choix, je disais non, je fais plus court, je m'attarde plus, je fais plus rien, parce que moi j'étais saoulé, pareil, j'étais saoulé, j'arrivais... Et pour être franc, là, quand je me suis retrouvé en géo, là, avec donc Crébastien, Marsatou, comme il veut le tuer, on s'en débarrasse, il explose il est foudroyé par les grilles électriques, là. Franchement, après, quand on me dit, vous avez pas de sel, c'est fini. Il dit quoi? Sérieux? T'as une fin de merde? Oui, mais moi j'avais pas trouvé de sel, vu que le mec j'avais pas aidé, il m'avait tiré dans le dos, j'avais pas de sel sur moi, il me dit là vous mourrez pendant des semaines plus tard en prison. Et je fais mais merde, ça a one passway, c'est-à-dire que je peux même pas revenir en arrière, parce que j'ai pour les 3-4 derniers paragraphes, quoi. Oh là là. Et là, je me suis dit, ah non, je le refais pas, celui-ci. Hein. Y a no way que... Oh, c'était génial. J'adore ta fin, elle est beaucoup mieux que la mienne. Vous savez quoi, vous êtes en prison pour avoir rien fait dans votre quête principale. Non mais Nawak, quoi, je te jure. Oh Fred, écoute. On arrive enfin au bout de cette aventure du justicier de l'univers. Oh, quel gauntlet, quel combat de gladiateurs ce fut cette lecture. Un qui est aussi lent, c'est La sorcière des neiges, de Ian Livingstone, que j'avais fait en solo. Je sais pas si tu te souviens à l'époque, Fred, avant que tu me rejoignes... C'était le petit moment où le podcast changeait et était en train de subir sa mutation en 2.0. Ça te dit quelque chose? Oui, je sais bien, ouais. T'as fait 2 épisodes de 45 minutes à peu près. Ouais. Tellement que l'aventure était longue, mais elle était intéressante. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'était qu'on avait des coéquipiers, en fait. On avait des suivants. On avait le elfe et le nain. Ian Livingstone qui est très one-way. Et pourtant, c'était une bonne aventure. Pourquoi? Parce que
c'était que des choses qui avaient un lien avec l'objectif principal, et donc je sentais ce que je faisais, mes actions, mes choix avaient de la valeur sur l'aventure. Contrairement à ce livre-là, du Justicier de l'Univers, de Martin Allen, où c'est pas ce que dalle, mais heureusement, les dessins de Tim Sale, à la Musclor, vraiment, ça me fait penser à tous les méchants Musclor à l'intérieur, m'ont plu. Et bah, tu sais quoi, Fred ? Pour en finir avec ce livre, si tu te demandes de le noter, je te dirais que je m'en fous, mais vraiment, ma note, ce serait non, ça serait... ok. 2 sur 5, voilà, si je note sur 5. 3, sachant que ça va, c'est ni bon ni mauvais. 2 sur 5. Pourquoi je lui mets pas 1 ? Parce que je trouve que Martin Allen a créé des moments vraiment chouettes. Pour moi, le tout début de l'aventure, avec la vitesse spatio-temporelle, la plante qui pousse sur le réacteur, je me crache sur la planète avec ses belles explications, je suis le robot qui m'emmène vers une grotte, je me bats contre une elfe, ça manque un petit peu plus de valeur, mais ça aurait été quelque chose de sympa. Et c'était tellement lent tout ça, que j'ai vraiment cru, comme je te le disais plus tôt, Fred, dans le podcast, que je croyais que c'était l'aventure. Je croyais vraiment que, ok, Justicier de l'Univers, en fait, je me crache. Et je vais devoir survivre et reprendre mon objectif. Je me dis, c'est cool. Et finalement, non, c'est pas ça. C'était constamment des petites quêtes. Malgré que je pensais que je m'allais me retrouver à un système d'univers de Cobra, et comme je disais, toutes ces analogies, et ben au final, tu vois, je trouve que cette couverture italienne du livre lui va bien. Voilà ce que j'en pense du Justicier. Oui, bah de toute façon, alors je dis pas... loufoque jusqu'au bout, quoi. Voilà, je dis pas que la couverture de Daniel Moigneau n'est pas bien, moi je la trouve vraiment super, son vaisseau, j'aime beaucoup ce côté rétro 80s, et je dis rétro en tout honneur, pour moi c'est un très bon mot, un très bon terme, c'est retro rad, cool, voilà, mais Missione nei cieli, excusez-moi pour l'italien, les bilingues italiens qui nous écoutent, mais la jaquette est parfaite, rien à branler. Vas-y, fous-moi un dragon et un chevalier là-dessus. Fred, tu sais quoi ? Je serais pas étonné que ça soit un moment qui existe dans le livre qu'on ait zappé tous les deux, tellement que c'est le bordel dans cette aventure. Je crois pas trop, peut-être que Etienne nous le dira, du coup. Alors, tes préfectats, tes insulvars, tes anzulis, tes ivars, tes frex, tes dekes et des dex et ton crébastien, tu sais quoi, je vais les remettre dans ce livre, je vais fermer cette pochette et je vais le remettre au fond de ma librairie des livres dont vous êtes le héros. Et tu sais quoi, ce fut l'un des premiers livres dont vous êtes le héros que je me suis acheté moi-même quand j'étais gamin, que je n'ai jamais lu. Ouais. Il était mint, il était comme neuf, cool. Plus que neuf. Il était tellement neuf qu'il n'y avait même pas la pliure, pas sur la vertèbre, mais sur le côté de la poche, tu sais, la jaquette principale, sur la gauche. Quand tu ouvres le livre, ça fait toujours une petite pliure sur le côté. Et ben, il y avait même pas... Et en plus, au bout d'un moment où j'ouvre la couverture, j'entends la colle qui se détache un tout petit peu. J'entends le... Alors, pas qu'il fout le livre en l'air, mais tu sais, qui juste comme quoi c'est la première fois que je plie le carton de la couverture. Tellement qu'il était neuf et il était là. Et je me suis toujours dit, tiens, je le lirai un jour. Et ben voilà, c'est fait. Genre 30 ans plus tard ou plus. Et ben... c'est fait, je suis content qu'on l'ait fait pour le podcast, parce que j'ai plus envie d'y retourner. Aïe, aïe, aïe. Ouais. C'est fou, j'ai passé un meilleur moment dans le mercenaire de l'espace. Mais en fait, c'est vrai, parce que en fait, le meilleur truc du bouquin, c'est les dessins, donc c'est un peu problématique. Mais c'est bizarre, parce que moi, au début, j'oscillais, j'arrivais pas trop à savoir où ils emmener, mais je dis, il y a quand même des bonnes idées, mais c'est un peu fourre-tout. Mais après, c'est l'accumulation, à la fin, j'en pouvais plus, quoi. C'était un vrai travail d'endurance. Trop de combats, des combats, des fois t'as 3 paragraphes, les 3 paragraphes d'affilée, 3 combats. Alors, tu fais un combat, tu sors d'un combat, t'as un autre combat, tu sors du combat, t'as un autre combat. C'est bon au bout d'un moment. En plus, les caractéristiques sont toujours plus ou moins les mêmes. Moi, j'en connais pas, qu'il y a des trucs un peu sympas. Mais non, c'est... Moi, j'ai lutté pour le finir. En plus, j'étais un peu à la bourre, j'ai pratiquement fini avant l'émission. Je me suis pris le truc du 7, j'ai fait... Ah non, c'est encore un de ces trucs où faut avoir un seul chemin. Alors je recommence pas. J'ai trop lutté déjà pour le finir. Là, je peux pas, quoi. Et c'est pas normal, parce que quand même les livres de l'héros, t'as comme toujours l'idée de pouvoir les rejouer, parce que il y a quand même des trucs que t'as pas vu. Donc là, tu dis, quand t'as même pas envie de le rejouer, c'est que oui, le but il est complètement loupé, quoi. Ça, c'est clair. Donc moi franchement, avec les dessins, c'est ça qui le sauve. Moi, je les ai trouvés bien. Plus modernes que certains.
SF. Les cabochons, ils Ouais. étaient chouettes. Ah bah oui, les cabochons, ils sont chouettes, mais il y en a que 2 par contre. Hein. Donc il en a fait que 2. Il y a le sabre laser croisé avec le javelot et le vaisseau. Ouais, c'est ça. Il y a 2 cabochons, donc ce qui est assez court. Et Oh, ouais. oh mon dieu, quelle aventure. Oh, c'était Ouais, misérable. donc moi c'est pareil, 2 parce que les dessins viennent de sauver le truc, mais c'est vrai que c'est pas que c'est de l'ennui, mais on souffre, quoi. On souffre un peu, quoi. Puis c'est pas super bien écrit, et voilà, donc ça fait aussi partie du truc, quoi. Si notre intérêt de cette aventure serait un graphe, hein, XY, en commençant de la gauche à droite, on commence à 0, bien sûr, on va dire 0 à 100 en intérêt. Et ben, le début, moi, je monte quand même à 90%. Et puis après, c'est un toboggan. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend jusqu'à la fin de l'aventure. J'en ai juste, au bout d'un moment, il y a quelques petits pics. Mais pas grand-chose, quoi. Parce que... Mais quand est-ce qu'on revient sur l'histoire de Crébastien ? Quand est-ce que je vais commencer à faire des objectifs, à faire des choses qui servent à quelque chose ? Mais tu sais, en fait, on aurait dû comprendre avec le prologue, où déjà le mec nous parle de plein de trucs qui n'ont rien à voir avec notre propre aventure, ou même l'histoire déjà, comment Crébastien, pourquoi c'est le criminel, tout ça, c'est complètement loufoque et ça part dans des délires. En fait, rien que ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille et dire, ouais, en fait, ça va être... Parce que c'est vrai que l'intro est super long, pour te raconter plein de trucs sur l'univers de plein de noms de races extraterrestres que tu vas jamais rencontrer. Le Crébastin, on te le présente pendant 10 pages. Le mec, à la fin, c'est même plus lui l'antagoniste. Ouais. C'était un présage. Cette ouverture, t'as absolument raison. C'était un présage. C'était une prédilection sur ce qui allait se passer dans l'aventure. C'est attention, il y a beaucoup de choses, mais attention, il y a trop de choses. Et ben, tu sais quoi, moi je reviens un petit peu sur ma petite histoire de ce fameux bar au festival de science-fiction des années 70, où tous ces grands écrivains sont venus prendre un verre, chacun son propre poison, scotch, rye, gin, bière, pinte, stout, et qui ont écrit un truc pour se marrer, et qui l'ont jeté par terre, et comme quoi il y a d'excellentes idées là-dessus, mais le problème c'est qu'il faut élaborer, il faut pas juste retaper ce qu'il y a écrit dessus. Ce sera le mot de la fin. pour le justicier de l'univers. C'est nul comme... Aucune justice pour ce livre. L'injustice des podcasteurs. Aïe 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 Fred, écoute, franchement ce fut quand même un plaisir, hein. C'est sympa de reprendre là au mois de février. Le podcast est reparti. Je t'admets que j'ai un peu le blues parce que c'était notre dernier épisode de science-fiction et franchement ça me fait chier de finir là-dessus, quoi. Ouais, je sais pas, peut-être retrouver un truc, on sait jamais. Ouais, c'est vrai que la ça fait galaxie un peu chier de et la terminer planète là-dessus, rebelle, quoi. Ouais, ça fait vraiment chier. Oh, ouais, je pensais la galaxie tragique et la planète rebelle, quoi, c'était vraiment des bons moments. C'était des bons moments. Et après, je sais que les opinions sont différentes, mais nous, on s'est éclaté là-dessus. On a passé un bon moment, quoi. Mais là, mais ça s'entend. Tu sais, là, j'ai l'impression qu'on refait notre ancienne formule du podcast où on décrit notre aventure étape par étape, ce qui est pas une mauvaise chose, mais en même temps, on s'amuse un peu plus à développer justement les moments clés ou les moments qui nous ont bien appréciés. Là, j'ai l'impression qu'on refait l'ancienne formule, tellement qu'il se passe de choses, quoi. Ah ouais, mes notes, je relisais mes notes, je fais, j'ai écrit ça, moi, je m'en souviens à peine. Il se passe tellement de trucs, mais des fois, oui, sur un paragraphe, il se passe un truc qui n'a rien à voir. Moi, une fois, j'ai ouvert une porte, je me suis fait pris un coup de fouet aussi. La deuxième fois, je me prenais un coup de fouet, ça servait à rien, quoi. Aïe, aïe, aïe. Voilà, quoi. Allez, c'est la fin. Les auditeurs, ce fut un vrai plaisir. On va remercier aussi Fred, Fabien, qui nous a écrit ce mini dossier, voilà, sur le justicier de l'univers. En plus, on lui a dit au dernier moment qu'on allait faire de la SF, et Fabien il fait « Ok, bougez pas les gars, je vous fais un résumé vite fait ». Et Fabien qui nous surprend toujours à être d'une rapidité éclair et surtout nous écrire des choses bien construites et bien intéressantes à dicter, donc ça fait plaisir, quoi. C'était chouette. Encore merci Fabien pour ce script. Yarfroll, merci Fabien. Et les aventuriers, encore merci de votre écoute, ça nous fait un plaisir de vous retrouver, et puis de continuer à vous retrouver en 2020. Avant d'enregistrer ce podcast, je regardais un petit peu notre historique, et putain, mais ça fait un moment, hein. Ça fait un moment qu'on s'amuse, quoi. On n'en produit pas autant que ça, mais bon, c'est parce qu'il faut qu'on lise un livre, quoi. C'est pour ça qu'on produit pas autant de podcasts. Mais c'est un plaisir, et merci à la communauté, merci à nos fans, nos auditeurs. Et on va remercier pas mal de gens, hein. Je veux dire, en plus c'est les pays qui nous écoutent, hein, comme d'hab. La Suisse. Voilà, et il y a des...
La Suisse, justement, j'allais le dire. La Suisse, la Belgique, la France, hein, il y a beaucoup de pays. Et Fred, on a aussi quelques auditeurs aux États-Unis. Ah, yeah, good, right, yeah. Pardon. Je me demande si c'est pas moi avec un VPN qui m'est connecté sur un autre compte et puis ça les a fait un auditeur. Ça fait plaisir, quoi. Voilà. Allez, on se... Oh, Fred, on fait bref. Yep. Mais quel est ton truc du moment? Quel est ton pop culture du moment? Je suis très BD en ce moment. Donc là, comme c'était mon anniv, j'ai droit à ma petite surprise BD. Et là, je sais pas si moi je connaissais pas le livre français. Ouais, ça s'appelle Qu'est-ce que t'es en train de lire, dis-nous? La Horde du Contrevent, qui est tiré de l'œuvre d'Alain Damasio, là, qui est un succès en librairie de SF, et là qui a été illustré par Eric Elino, c'est chez Delcourt. Oui, c'est une BD de SF. Je sais pas si tu connais. En fait, c'est des gens en fait qui remontent le vent pour retrouver l'origine des vents. C'est une espèce de sur une planète un peu indéterminée, cool. Ouais. Une espèce de quête comme ça sur des générations. Alors le bouquin pareil qui est assez chiadé, qui est assez difficile à écrire. J'ai vu la préface de l'auteur sur la BD, c'est vrai que ça fait assez peur. Mais là la BD sympa. J'ai terminé le volume 1, j'entame le volume 2 et c'est assez récent, c'est un truc qui est sorti assez récent parce que je crois que je l'ai vu dans devanture dans pas mal de librairies, donc ça doit être tout récent quoi. Donc, je suis de passage cet été, donc on fera un petit tour ensemble, on fera des courses BD, tu m'aideras? Ouais, de toute façon on a nos spots maintenant là. Ah bah ouais, on a nos semaines, on peut dire même, non? Mais moi, j'en achète plus d'occasion des années 80. Hein. C'est pour ça que ça va revenir cher, ces conneries. Bah ouais, ça revient cher. Bah à cause de moi, de toute façon, tu finiras bien par en prendre un, parce qu'on va aller dans les boutiques où il y a toujours des pépites d'or qui sont pas des pépites de sel. Ah putain, me parle pas de sel aujourd'hui, parce que quand j'ai vu ça, je fais putain, je recommence pas. Ça m'a énervé. J'ai gueulé tout seul dans ma cuisine. Bref. Tu fais penser aux trois frères, au lieu de on te demande avec ou sans sel, tu fais avec sel. Enfin, donc moi, je suis en train de jouer à un CRPG. Donc, est-ce que t'as connu à l'époque du PC ou la Nintendo The Bard's Tale? Donc, la légende du barde. Alors, je suis sûr que ça s'appelle pas comme ça en français, mais c'est The Bard's Tale. Ouais, le titre me dit quelque chose. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Sur Kickstarter, il y a eu le 4e qui a très bien marché, et donc c'est un jeu indépendant, mais c'est chouette, et puis c'est sympa parce que c'est le 4e volume, et c'est quoi? Il y en a un tous les 10 ans, un truc comme ça. Donc c'est vraiment cool, c'est de l'ancien CRPG, c'est du tour par tour, Heroic Fantasy, et celui-ci en fait il reprend l'atmosphère et les contes et légendes gaéliques, donc tout ce qui est irlandais, écossais, et c'est vraiment chouette, surtout qu'il y a eu l'enregistrement audio de chanteurs et chanteuses gaéliques, d'orchestre. Ah oui, super le scénario reprend... Ouais, c'est génial, franchement. Et en plus, la musique, elle est... je sais pas comment expliquer, mais elle est narrative, en fait. Elle est évolutive, comme dans Doom. Ceux qui ont joué au dernier Doom sur les consoles modernes ou PC, le plus vous jouez... le plus vous jouez bien, le plus vous pétez, explosez de monstres, le plus la musique évolue et change. Bon, et donc Bard's Tale fait la même chose dans les combats. Et c'est du tour par tour, donc si tu sais ce que tu fais et tu vas plus vite, la musique gaélique s'active et évolue et ça donne vraiment une excellente ambiance. Et quand tu commences à réfléchir, le tempo change, les voix se dissipent. Et puis la musique prend un petit côté un peu atmosphérique, pas stress, mais plus dramatique. C'est histoire de, ok, qu'est-ce que t'es en train de préparer? Donc moi ça me plaît, je suis à fond là-dessus. C'est aussi cool comme jeu, quoi. C'est anti-stress et les combats sont assez cool. C'est un bon challenge, donc c'est chouette, quoi. Je le conseille même pour tous ceux qui possèdent des PC ou des PlayStation, ou je sais pas si sur Xbox. Mais si vous êtes fan du CRPG d'époque, donc les jeux de rôle à l'époque PC Heroic Fantasy, bah je vous le conseille vivement, c'est vraiment chouette. Surtout si vous êtes fan des anciens Bard's Tale ou de Lands of Lore, bah là franchement vous allez vous éclater, quoi. Alors voilà, Fred. C'est marrant, j'étais beaucoup plus passionné de parler de ce putain de jeu que de ce putain de livre, quoi. Oui, j'ai vu ça parce qu'on devait faire court. T'as pas raté. Sorry. Allez, voilà, on finit le podcast, Fred, on s'écoute un morceau, tu sais quoi, on fait années 80, on finit en bonheur. Allez, on va s'écouter un morceau de World Easy qui s'intitule Life Force, comme l'excellent film des vampires de l'espace qui arrive sur Terre. Fred, à la prochaine. Oui, avec un challenge moins relevé au niveau combat, mais plus stimulant, espérons. Ouais, absolument. Et voilà, bah écoutez les aventuriers, ce fut un plaisir, hein. Tout le monde, on vous dit à très bientôt. Et puis Fred, à la prochaine. Salut mec. Ouais, see you soon. Bis bad, my friend. Tchuss. Je te l'ai piqué là.